cette saison du podcast Range ta chambre, je reçois chez moi des membres du Reboot Camp. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'il y a des invités que c'est la teuf. Donc après 1 minute de discussion, je mettrai l'épisode en noir et blanc et t'iras ranger ta chambre. Dans l'épisode du jour, j'accueille Clément qui a lancé une boîte pour améliorer le niveau de formation des infirmiers français. Un moment plein d'énergie qui illustre l'importance du passage à l'action. Bonjour tout le monde, Clément, bienvenue à Budapest. Merci. T'as fait un bon voyage. Excellent. T'as bien profité de la ville. Pour l'instant, ouais. Clément, t'as participé au Reboot Camp dans sa version bêta, donc ça fait 1 an, ça va faire 2 ans. Exactement, ouais. Et que ça va faire 2 ans. En janvier cette année, ça fera 2 ans. Le programme a bien évolué depuis, mais t'as un parcours en tant qu'ancien étudiant / entrepreneur qui est super intéressant. Et du coup, je pensais que ce serait cool de t'inviter pour que tu nous racontes un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, mais aussi dans quel contexte est-ce que t'as participé au Reboot Camp, ce que t'as pu en tirer, les rencontres que t'as pu faire. Inspire-nous. Clément, bienvenue. Et puis, mec, je te laisse te présenter et puis commencer ce podcast. Merci de m'inviter, ça fait hyper plaisir. Surtout qu'en plus, on aura l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que le Reboot, ça a été un vrai tremplin où c'est arrivé pile dans ma vie au moment où j'en avais besoin. Et je vais devoir repartir un peu en arrière pour essayer de vous expliquer un petit peu la situation, mais déjà, salut. Moi, je m'appelle Clément, j'ai aujourd'hui 26 ans. Et pour revenir au tout début de mon parcours, pour que vous puissiez bien comprendre en fait mon chemin de vie et comment tout ça s'est imbriqué, quand j'avais 18 ans, je remonte un peu en arrière, il a fallu faire un choix. Parce qu'à l'époque, c'était APB pour choisir sa voie. Maintenant, c'est Parcoursup. Ça a changé un petit peu. Et il fallait du coup, à mes 18 ans, quand j'étais en terminale, tu sais, mettre des affectations. En gros, genre des vœux. Ouais, en gros, t'as un énorme site en France et tu dois juste postuler dans des facs. Putain, c'est Adrien Forbrac, avec qui j'ai enregistré un épisode. Il faisait aussi partie de la bêta. Et c'est lui qui m'a parlé de ce concept. On n'a pas ça en Suisse, mais oui, il m'a parlé de ça. Tu vois. Et du coup, quand t'as 18 piges, on te dit, faut que vous sélectionnez une fac et vous choisissez ce que vous voulez faire dans la vie. Le problème, c'est que je pense comme beaucoup de mecs à 18 ans, en fait, je savais pas du tout ce que je voulais faire, quoi. Pour donner un ordre d'idée, ma maman est prof d'anglais. Je trouvais que l'anglais, c'est cool, parce qu'elle m'a toujours appris l'anglais. Je me suis dit, vas-y, je vais faire une fac pour devenir prof d'anglais. Ça va être sympa. J'ai toujours bien aimé accompagner les gens. Donc, tu vois, être un petit peu ce côté enseignant, ça me plaisait bien. Puis j'ai vu que c'était 5 ans de littérature américaine et britannique. Yes. Je fais, ça va aller. Et donc en fait, j'ai été voir, mes parents étaient vraiment en panique parce que t'es obligé, dès le début de la terminale, de commencer à mettre tes vœux, en fait, sur le site. Et donc au fur et à mesure de l'année, tu précises et t'es accepté ou pas dans certaines facs, etc. Et donc mes parents étaient en panique totale. C'est ouf. Comment ça se fait que, genre, s'ils te refusent, c'est l'État qui décide et les facs qui décident en fonction de... en fait, on peut plus de gens là-dedans. Exactement. C'est ouf, mec. Ça a un petit peu changé, mais en gros, tu postules dans des facs et en fait, ils acceptent. Aujourd'hui, tu vois, c'est un algorithme maintenant Parcoursup, et du coup, en fait, ils sélectionnent en fonction de tes notes, etc. Ils t'attribuent dans des facs et c'est comme ça que t'es réparti en fait dans les formations. Alors attention, ça c'est vraiment pour l'enseignement public. Si tu vas faire une école privée à 15 000 € l'année dans le commerce, faut juste faire un gros chèque. C'est incroyable. C'est genre pour le peuple, en fait, c'est la mère fourmilière qui va décider où les fourmis vont. Mais c'est ouf, mec. Exactement. Enfin, moi, en Suisse, il y a pas ça. En Suisse, tu vas dans n'importe quelle fac. Hein. C'est ça. Et donc, mes parents en panique, ils se sont dit, on va te faire voir 3 conseillers d'orientation différents. Donc, je vais à mes rendez-vous et les mecs me disent, tous, faites infirmier. Alors, pour l'anecdote, moi, j'ai personne dans ma famille qui est dans le milieu, que ce soit infirmier, mais même médical. Donc, je connaissais pas du tout ce métier. Et donc, en fait, en terminale, j'ai demandé à faire un stage d'observation. Tu peux faire une demande, en fait, juste. Et ma mère a écrit sur Facebook, est-ce que quelqu'un connaît un infirmier pour que mon fils puisse aller voir ce que c'est ce métier? Et donc, en fait, je me retrouve un pote de ma mère qui est infirmier et qui m'accepte une journée. Et je vais passer une journée en observation avec lui, donc au CHU de Nantes. J'étais à Nantes à l'époque, donc au grand centre hospitalier. Et on va en oncologie, donc c'est avec les cancéreux. En gros, c'est ce qu'on appelle l'HDJ, donc l'hôpital de jour, c'est des gens qui viennent pour faire une chimiothérapie la journée. Et je vais le suivre pendant quelques heures et je me dis mais ce métier il est trop cool. Le mec il est au contact des gens, c'est technique, tu vois, il leur place des chimiothérapies, il leur parle, je comprends pas tout ce que je fais, mais je rentre chez moi le soir et je dis à mes parents mais ce métier il est grave cool et genre je veux bien faire ça. Et donc à l'époque il fallait passer un concours pour rentrer à l'école d'infirmier et donc en parallèle de mon bac je passe les concours et donc là en fait tu passais pas du coup par APB comme je te disais, là c'est juste tu passes des concours pour rentrer dans les écoles et si t'es premier t'as la place quoi. Et je rentre du coup dans l'école pour devenir infirmier. C'était quelle école du coup à Nantes? Le CHU de Nantes, voilà. Okay, ça s'appelle donc l'IFSI, on pourra en reparler après parce que c'est maintenant toute ma vie se tourne autour de ça, mais c'est les instituts de formation en soins infirmiers, c'est les écoles pour devenir infirmier ou infirmière. Infirmier, ça consiste en quoi exactement par rapport à médecin ou en gros, pour faire hyper simple, tu es un petit peu tu es la personne au contact du malade, c'est toi qui vas t'occuper des patients dans leur globalité, et en fait tu vas non seulement les techniquer, donc c'est toi qui vas faire tout ce qui va être les prises de sang, poser des perfusions, et en fait tu as un rôle de non seulement
relationnel, c'est-à-dire que c'est toi qui es vraiment en contact, parce que souvent les médecins viennent, s'en vont, ils posent leur diagnostic, tu vois, puis ils te disent ok, bah faut lui faire tel médicament, etc. Et donc tu prends en charge les personnes dans la globalité, que ce soit dans le côté humain, mais aussi le côté technique. T'as un peu des formations en psychologie ou autre pour savoir comment bien les... Ça fait partie du programme. En gros, tu vas avoir, pour devenir infirmier, toute ta formation va t'apprendre à comprendre comment le corps humain fonctionne, comment les médicaments fonctionnent, comment le corps humain réagit aux médicaments, comment l'humain fonctionne, donc physiologiquement, mais aussi psychologiquement, et surtout, comment on traite les pathologies, quelles sont les différentes pathologies qui existent, pour que tu puisses prendre en charge les êtres humains dans leur globalité. Pour faire super simple, mais c'est une histoire assez complexe, dans beaucoup de pays comme la Suisse, le métier d'infirmier, ça a été créé par quelqu'un qui a créé cette profession. Le problème, c'est qu'en France, c'est une profession qui a été créée par un médecin. Et donc en fait, on a toujours été, dans tous les textes, la petite main du médecin, etc., et pas une profession qui s'est à part entière, qui a évolué en elle-même et qui a pris sa place. Et donc aujourd'hui, en France, les infirmiers sont énormément en retard quand tu compares avec le Canada, la Suisse, où en fait c'est des personnes qui sont beaucoup plus autonomes et qui peuvent faire beaucoup plus de choses. D'accord. Voilà. Donc c'est en évolution et on en parlera après, mais moi ma vie aujourd'hui tourne autour de ça et je dédie mon temps à essayer de faire évoluer cette profession. Super intéressant, merci. Ok, du coup tu rentres dans cette école d'infirmier. Ouais. Comment t'as dit l'acronyme? IFSI. IFSI, ouais. Ça représente Institut de formation en soins infirmiers. Institut de formation en soins infirmiers à Nantes. Ouais. CHO, t'as dit? CHU, le Centre hospitalier universitaire. Ok. C'est les CHU. En France, tu as des CHU, des CHR, donc centres hospitaliers, ils sont plus ou moins universitaires. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'en même temps, tu fais des études, mais en même temps, parce que du coup, t'es infirmier pendant que t'es aux études. Tu commences déjà à avoir des patients pendant tes études. Exactement. En fait, si tu veux, c'est des études par alternance. Donc en fait, si tu veux, j'ai même les chiffres exacts, t'as 2100 heures en stage et 2100 heures à l'école. Donc en fait, tu vas osciller dans ta formation entre des temps où tu vas auprès des malades et des temps où t'es à l'école et t'apprends. C'est super. Trop cool. Et donc tu fais ça dès la sortie du bac, tu t'engages là-dedans? Voilà, en gros je rentre dans cette école, je fais ma première année et je me plante royalement au partiel. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai toujours été quelqu'un qui travaillait le strict minimum à l'école et j'arrive dans cette fac et en fait si tu veux je ne comprends pas que en fait l'enseignement est complètement différent et ça vaut pour toutes les facs. C'est en fait quand t'es au lycée il y a ce qu'on appelle l'enseignement continu. En fait, toutes les semaines, t'as une épreuve de maths, sortez vos cahiers, tu vois, le truc comme ça. Et là, en fait, à la fac, c'est différent. C'est-à-dire que c'est divisé en semestres. Donc, pour devenir infirmier, c'est 3 ans. Et t'as juste le semestre 1, c'est les 6 premiers mois de la première année, et le semestre 2, les 6 mois d'après. Et t'as une évaluation qu'on appelle les partiels, où, après 6 mois d'enseignement, on t'évalue sur toutes les matières. Et donc en fait, j'étais allé à la fac, j'étais allé à la BU, j'avais lu un peu mes cours, un peu fluoté, etc. Je me sentais, j'étais trop fort, tu vois. J'allais dans une bibliothèque universitaire fluoter des cours, je pensais que j'étais au taquet. En fait, j'ai rien validé, j'en ai validé 1 sur 11, tu vois, au premier partiel. Okay. Et là, je me suis dit merde, et je commençais à me mettre un peu plus au boulot et à me rendre compte qu'en fait, c'était pas ça l'enseignement à la fac. Et donc j'ai fini par redoubler ma première année. Parce que j'avais trop de retard, si tu veux. Et après, du coup, j'ai fini mes études en 4 ans au lieu de 3, parce que du coup, j'ai fait ma deuxième première année que j'ai validée, ma deuxième et troisième année que j'ai aussi validée. Et me voilà infirmier. Je décide de monter sur Paris. Parce qu'en fait, si tu veux, à l'époque, c'était pile pendant le Covid quand j'ai eu mon diplôme. Et on était encore dans cette phase où les infirmiers étaient très demandés, c'était dur de rentrer pour travailler. Et puis le post-Covid où en fait, non, tout le monde trouve du travail assez facilement parce qu'il y a plein d'infirmiers qui ont abandonné parce qu'ils en pouvaient plus. Le post-Covid? Ouais. Après Covid. Ok, ouais, je pensais que c'était un post spécial pour non, t'inquiète. Du coup, on recrute les gars. Le post-Covid. Ok. Et du coup, ça, c'était en juin. T'as eu ton diplôme, en juin 2020. Juillet 2020. Juillet 2020. Okay. Exactement. Okay. Et du coup, juillet 2020, 1er août 2020, je commence à bosser sur Paris parce que je voulais absolument bosser aux urgences. Et donc je commence à bosser aux urgences et on me dit en fait vous ne pouvez travailler que de nuit parce qu'on n'a pas de poste de jour, mais si vous voulez vous commencez de nuit et quand il y aura de la place on vous fait passer le jour. Bon, après j'ai appris que c'était un mensonge, c'est qu'en fait il y a des places mais comme ils galèrent à recruter de nuit, ils te disent ça en fait au départ. T'es un peu mieux payé de nuit. Ouais, t'es un peu mieux payé. Mais c'est de la merde quand même. Ouais. Moi, pour le coup, ça a été vraiment compliqué. Je suis quelqu'un tu me connais un peu plus en perso, mais pour que vous ayez un peu plus de détails, je suis quelqu'un qui n'a pas du tout de tendance à déprimer. Donc, ce qu'on appelle les syndromes dépressifs, etc. Attention, c'est pas la dépression elle-même. Tu vois, juste avoir des bad moods, être pas bien. Je suis quelqu'un d'hyper positif. Et vraiment, c'était la seule période dans ma vie où ça a été très compliqué mentalement. Parce qu'en fait, moi, je suis un couche-tôt, lève-tôt. En fait, si tu veux, j'arrivais au boulot à 20h. Je commençais à bâiller, à fatiguer. Toute la nuit, c'était très pénible. Surtout que moi, je travaillais en 10 heures. Et en fait, si tu veux, aux urgences à Paris, ça dépend dans les petites villes, c'est pas ça, mais moi, en fait, on n'a pas de pause. C'est-à-dire que t'as pas un moment où tu vas dormir la nuit. Quand t'es infirmier dans d'autres services, par exemple en pneumologie, en urologie, en cardio, souvent tes patients dorment la nuit. Donc en fait, tu t'occupes d'eux, tu leur donnes le traitement le soir et tu vas te reposer la nuit et tu dors un petit peu. Moi, j'étais 10 heures non-stop où en fait, t'accueilles les patients, t'as parfois des situations qui sont extrêmement graves, t'as des décès, ça a été très compliqué émotionnellement. Et donc en fait,
j'ai pu passer de jour qu'au bout d'un an. Donc j'ai fait quand même une année complète. Un an à vivre la nuit. Exactement. Et en fait, je rentrais chez moi à 8h du matin. J'étais épuisé et sur la route, je rentrais à vélo. J'habitais à 5 minutes de l'hôpital, donc tu vois, ça allait. Les 5 minutes de vélo, j'étais hyper éveillé et je me couchais dans mon lit et je regardais le plafond et j'étais en mode, j'ai pas envie de dormir. Et je luttais et j'essayais de dormir. En fait, je passais mes journées à essayer de me reposer, à chill, tu vois. Et donc, ça a été hyper compliqué. Et en plus, 2020, en France, vous étiez confinés, non? Il y a eu des périodes où on était confinés, ouais. Exactement. Il y a eu quelques périodes et ça commençait à se calmer après. En tout cas, j'avoue que j'ai plus trop le souvenir parce que moi j'étais de nuit, enfin j'étais complètement décalé en fait. Tu vois, j'avais pas de routine où j'allais le matin faire mes courses et t'avais un problème plus spécifique à régler. Et c'est vrai que j'ai aussi cet aspect où comme j'étais soignant, en fait j'allais au travail j'allais au travail. Donc moi j'ai jamais vécu de confinement parce qu'en fait j'allais au travail vu que j'allais à l'hôpital. Même pendant mes études, quand il y avait le début du Covid, j'ai été réquisitionné pour m'occuper des personnes qui sont... on a créé des réanimations spécifiques pour les Covid et moi j'étais mobilisé et je bossais là-bas. Donc c'est vrai que j'ai jamais eu ce... J'ai pas vécu, tu vois, ce truc que beaucoup de gens ont vécu où ils s'étaient enfermés pendant plusieurs mois. Et donc, à ce moment-là... l'enfer en vrai. Ouais. Et à ce moment-là, moi j'ai eu vraiment envie de... Je me suis rendu compte en fait que donc nous, quand on est infirmier et qu'on exerce, on croise souvent des étudiants en fait qui viennent en stage. Parce que moi j'ai aussi été en stage quand j'étais étudiant. Et j'ai tout de suite eu envie de prendre cette casquette de tuteur et d'accompagner les étudiants dans le service dans lequel j'étais. Et j'ai réussi à dégoter un poste à côté en tant que formateur dans les IFSI. Donc en fait j'intervenais en tant que formateur vacataire et j'allais donner des cours. Et formateur vacataire, tu vois. Ouais, en gros t'es pas t'as pas fait ton bac+5 pour devenir enseignant dans les écoles, mais t'es juste infirmier, tu peux intervenir sur des sujets qui t'intéressent si les écoles sont ok. Donc, tu vois, j'allais dans les écoles et j'allais donner des cours sur les traitements. Par exemple, j'ai fait des cours sur les antidouleurs, sur les médicaments de la digestion. Et je me suis rendu compte que l'enseignement, ça me faisait vraiment kiffer. Et que les étudiants, en fait, ils étaient dans la même galère que moi par rapport à ma première année. Que l'enseignement en France pour les infirmiers est vraiment pas ouf. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour essayer de faire super simple, en fait... les personnes qui t'enseignent sont des formateurs qui eux exercent plus depuis des années et en fait on t'apprend que j'ai appris que c'était comme ça donc tu dois faire comme ça et toi tu apprends et tu te transmets à quelqu'un de cette façon. Si tu veux, les pratiques elles ont pas du tout évolué alors que au Canada et en Suisse tous les infirmiers, surtout au Canada, sur leur temps de travail font de la recherche. Et en France on fait pas de recherche paramédicale, en tout cas très peu, et l'État met pas de moyens dans ça. Donc en fait si tu veux... Mais les moyens où en France l'État ? Je comprends pas parce qu'à chaque fois que j'ai un membre ici qui me parle genre de quoi que ce soit qui a un lien avec l'État, à chaque fois il me dit ouais mais l'État met pas de l'argent là-dedans. Et en fait je comprends pas au bout d'un moment parce que moi de ce que je comprends, j'ai jamais vécu en France. J'ai vécu 2 mois en France. Mais de ce que je comprends, la sécurité en France c'est de la merde. Donc l'État il gère pas la sécurité. La santé publique c'est aussi de la merde. T'es pas la première personne qui me dit ça. Genre c'est quoi les bails? Je t'avoue, je saurais pas très bien en détail, mais je pense que en fait on se rend pas compte que la France est extrêmement endettée. Tu vois, déjà ils arrivent pas à sortir la tête de l'eau et je pense qu'ils font malheureusement, après c'est dur de juger parce que tu vois nous on est pas dans l'état, mais j'ai l'impression que les investissements souvent sont très mal faits et en tout cas en tant que personne du peuple tu vois tu te demandes pourquoi les gens investissent là-dedans. C'est comme tu vois dans l'hôpital dans lequel j'étais, pour donner un ordre d'idée à quel point c'est ouf, les décisions sont prises par des personnes qui sont dans des bureaux et pas par les soignants. C'est-à-dire que ils ont décidé de faire une nouvelle salle de pause pour un service de réanimation dans l'hôpital dans lequel j'étais. Et ils ont investi 100 000 € pour refaire 2 salles au propre. Moi, pour 30 balles, je vous les fais les salles, tu vois. Enfin, j'abuse, mais tu vois, pour 15 000 balles, tu trouves une entreprise qui te fait ça et qui te refait des salles hyper propres. Et en fait, c'est juste des appels à projets et des partenariats qu'ils ont tous entre eux qui fait qu'en fait, ils se retrouvent à mettre 100 000 € dans une salle de pause plutôt que d'acheter, je sais pas, un nouveau respirateur pour des patients, tu vois. Et ça c'est compliqué quand t'es soignant de voir ça et de voir que les décisions sont prises par des personnes qui sont pas sur le terrain. Et c'est que moi plus je rencontre des Français, plus je me rends compte à quel point j'ai de la chance de pas être français. Je te promets mec, ça aurait été un enfer, je me serais senti tellement mal dans ce pays. C'est compliqué, je t'avoue, pour plein d'aspects et même d'autres aspects qu'on va parler après parce que du coup on va venir sur mon parcours entrepreneurial. C'est pareil, la France c'est pas très accueillante sur l'entrepreneuriat. C'est aussi ce que j'ai entendu. Ok, du coup tu découvres, je vais pas dire une passion, mais tu découvres que l'enseignement, en tout cas, ça te plaît énormément quand tu vas faire ces petites, comment t'as dit, formation vacateur, t'as dit ? Formateur vacateur. En gros, j'allais donner des cours dans les écoles. Donc je me rends compte que ça me plaît et que les étudiants sont en galère et je me dis, j'ai toujours eu envie de lancer des projets depuis que je suis petit. Donc je pense que j'avais un peu une fibre entrepreneuriale sans me rendre compte. J'ai toujours voulu être délégué de classe, tu vois, c'était cliché, mais faire des projets avec des potes, tu vois, aller présenter des trucs devant la classe, c'est des trucs qui m'ont toujours bien botté. Et donc je décide de lancer un compte Instagram dans lequel je me suis dit,
faut que je fasse différent parce qu'il y a quelques petits comptes qui existaient d'infirmiers, beaucoup de personnes qui racontaient leur lifestyle. Tu vois, aujourd'hui j'ai vu tel patient, j'ai vu telle pathologie, et moi je voulais faire un truc purement éducatif et faire du contenu quotidien, ce qui n'existait pas, donc en apprendre un peu plus chaque jour. Donc en fait j'ai commencé à créer des posts Insta sur mon compte en disant tous les jours je fais un petit post sur un médicament, une pathologie, etc. Et je me suis dit, pour pas me planter, je vais préparer un an de contenu, tu vois, à l'avance. Et donc dès que j'avais un peu de temps, après mon travail, etc., je commençais à créer des posts Insta. Et je me suis dit, je vais peut-être lancer une chaîne YouTube. Enfin, il fallait que je fasse un projet autour de ça. Et j'avais vraiment envie que ça puisse remplacer mon activité principale, parce que je m'épanouissais beaucoup plus dans ça. Non pas que je n'aimais pas mon métier, je le trouvais génial, mais j'avais envie de plus et j'avais vraiment envie de créer quelque chose et de vivre de ce truc-là. Pourtant, aujourd'hui, on va en venir, mais mon entreprise consiste à mieux former les infirmiers de demain et à faire de cette... En fait, j'ai dépensé beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour essayer de rendre mieux ce métier. Mais je fais toujours un petit disclaimer parce que dans le milieu entrepreneurial, on n'a aucun préjugé et c'est trop cool et les gens vont se rendre compte que le projet que je fais a du sens. Dans la santé, quand on parle d'argent, c'est très délicat. Donc c'est vrai que je fais toujours un petit disclaimer pour pas que les gens pensent que j'ai fait ça purement d'un point de vue monétaire, mais parce qu'il y a une mission de vie avant tout. Donc, maintenant que j'ai mis un petit peu le disclaimer, et donc j'ai créé ce compte Insta, et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait une demande qui était énorme, parce que je m'étais dit, allez, je vais essayer de faire 10 000 abonnés en quelques années, et en fait je l'ai fait dans les 4-5 semaines, je crois. T'as commencé quand ce compte Insta ? En septembre 2021. Septembre 2021, ok. Sauf erreur de ma part. Ou septembre 2020. Enfin, tu commences à créer du contenu un peu plus tôt. Non, c'est ça, septembre 2021. Donc okay. Un an après, du coup, tu vois, j'ai commencé en août 2020. Donc je commence à créer ce contenu. Et dès que tu arrêtes de travailler de nuit, tu commences un peu je passe de jour, du coup. Tu passes de jour et je commence à créer ce compte. Okay. Exactement. Okay. Et sachant que juste avant de passer le jour, j'étais parti en vacances et j'ai eu un petit déclic. C'est que, en fait, et c'est important d'en parler, c'est un déclic entrepreneurial. J'ai été en vacances avec la personne avec qui je vivais à l'époque et je sortais de mon rythme de nuit. Et on part en Grèce, donc tu vois, le voyage un peu paradisiaque. Et on arrive la première nuit à Athènes et je fixe le plafond. Et je sais pas pourquoi, en plus j'avais merdé, j'avais pris des lits simples. En plus on n'était même pas ensemble, tu vois. Et donc chacun dans son lit, on s'endort, la personne dort tout de suite. Et moi je fixe le plafond et j'arrive pas à m'endormir. Forcément j'avais mon rythme de nuit, tu vois. Et je me suis mis à pleurer. Je sais pas pourquoi, et j'étais en mode mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, tu vois. J'ai l'impression que j'étais en train de... j'avais l'impression d'avoir déjà gâché un an de ma vie, tu vois. Parce que en fait, pendant un an, faire de nuit, je vivais de nuit, je voyais pas le jour, j'étais tout le temps malheureux, j'étais tout le temps fatigué. Et je commence à lire un bouquin pendant ce voyage qui s'appelait L'autoroute du millionnaire. Ok, L'autoroute du millionnaire. De J.M. de Marco. Okay. Et c'est le livre qui m'a créé un vrai déclic, parce que en fait, il t'explique tout simplement que toute personne qui souhaite se lancer peut se lancer, mais doit se sortir les doigts du cul. Et c'est un discours que j'aime beaucoup parce que beaucoup de personnes pensent que on peut lancer, tu vois, malheureusement, tu vois, on voit beaucoup de formations aujourd'hui pour gagner de l'argent, etc., ou travaille 4 heures par semaine, Timothy Ferriss, tu vois, la semaine de 4 heures. C'est des discours qui, moi, me parlent moins, en tout cas à titre personnel, parce qu'en fait, je pense que pour en arriver là, il faut d'abord beaucoup bosser, et c'est ce que je me suis décidé de faire à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'il y a eu le compte Insta qui s'est lancé juste après l'été, c'est que j'ai lu ce bouquin où le mec t'explique que si tu te motives, tu peux sortir de ta routine qui moi m'allait pas, donc la routine où je suis infirmier de nuit et j'étais pas énormément payé, faut aussi le dire, pour ce que je faisais. Et donc je décide de me lancer à fond quand je rentre sur Paris. Ce qui t'excitait dans ce projet, c'était, si je comprends bien, et te connaissant, pas forcément l'aspect millionnaire ou argent, c'était plus la liberté, c'était le fait de pouvoir avoir un truc où t'étais pas capé en termes de progression, parce que j'imagine quand tu travailles en tant qu'infirmier, t'as pas énormément de perspectives d'évolution, ou si tu peux être peut-être genre chef de secteur ou un truc dans le genre, mais au final tu restes toujours employé. Et toi, comme t'expliquais, t'as toujours bien aimé pouvoir te montrer entreprenant en tout cas, et c'était un peu ça qui te plaisait, d'avoir plus de contrôle sur ton existence. En fait, il y a plusieurs aspects. Pour te répondre déjà sur le côté évolution de carrière, on peut évoluer en tant qu'infirmier, et c'est plutôt bien fait parce qu'en fait tu peux aller dans plein de domaines, tu peux devenir infirmier anesthésiste, tu peux devenir cadre, tu peux devenir formateur, mais en fait je me voyais pas forcément là-dedans, puisque moi déjà en plus aux urgences j'avais très peu de possibilités d'évolution, et en fait j'étais dans un environnement qui moi me convenait pas personnellement, parce que en fait c'est très 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 hiérarchisé. C'est-à-dire que déjà moi j'avais mes cadres au-dessus de moi, pour le coup ils étaient vraiment hyper désagréables, ils t'encourageaient pas, et j'étais dans un environnement qui me plaisait moins, puisque tous mes collègues ne comprenaient pas mon envie, tu vois, on en parlera peut-être après si tu veux ou pas, mais depuis que j'ai 18 ans, j'ai décidé d'investir pour essayer dans un seul objectif, c'est d'avoir une vie de famille plus tard à l'aise.
que je puisse emmener mes enfants dans une école privée si j'en ai envie ou pas, mais que mes enfants puissent, tu vois, avoir une vie convenable et pas vivre... Pas vivre au jour le jour. Ouais, c'est ça, et se dire, on a envie d'aller au restaurant avec ma compagne ce soir, on y va, tu vois. Donc c'est tout, déjà de ce point de vue-là que tout démarre. Donc tu vois, à l'époque, quand j'étais infirmier, j'ai acheté une maison. Je voulais investir en immobilier parce que c'est ce qui me bottait avant de commencer à entreprendre. Et mes collègues me croyaient pas, mes collègues se moquaient, tu vois, parce que c'est un milieu très fermé et je me sentais pas hyper épanoui dans ce milieu. J'avais envie de pouvoir grandir. Qu'est-ce qui faisait rire? Enfin, tu parles à un Suisse, mec, en fait. Ouais, faut que tu dises. c'est vrai. Il y a des trucs que je comprends pas. Genre, qu'est-ce qui est drôle dans le fait d'acheter une maison? Parce que tu vois, c'est des personnes. Parfois, je parlais avec des personnes qui avaient 50 ans et qui avaient fait toute leur vie aux urgences. Okay. Ils étaient pas propriétaires. Et quand tu leur dis, t'arrives, t'as 24 piges, j'avais même 22 à l'époque. Tu vois, j'ai 22 ans, je leur dis, je vais acheter une maison, je vais la louer, etc. Ils se foutaient de ma gueule parce que en France, c'est très différent. La mentalité par rapport à ça est assez fermée. Beaucoup de personnes pensent que si tu achètes un bien, tu vas avoir des impayés. Et en fait, il y a beaucoup de designs qu'il faut déconstruire. Et moi, j'essaye autour de moi de déconstruire ça. Mais avec ces personnes-là, ça passait pas du tout. Donc ça a été un peu compliqué. Et quand j'ai acheté ma première maison à l'époque, je préfère mettre un disclaimer. C'est rien de fou, hein, on en parlait tout à l'heure. C'est des maisons que j'achète pour des bouchées de pain. Tu peux le dire, on peut parler de thunes, si tu veux. Moi, ça me gêne pas. C'est des maisons que j'achète pour quelques dizaines de milliers d'euros. Moi, la chose qui m'a toujours motivé, et je sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis enfant unique et que j'ai pas apprécié d'être enfant unique, j'ai toujours eu envie d'avoir une grande famille, d'avoir des enfants, et de pouvoir chérir ça et de profiter d'eux. Et donc, c'est vrai que pour que les gens puissent comprendre, mon objectif à long terme, c'est d'être papa dans pas d'année, mais dans 5-10 ans, et de pouvoir m'occuper de mes enfants et de profiter. Et tu vas avoir combien d'enfants? T'as un chiffre déjà en tête? Combien? Alors, faut qu'on soit d'accord, mais... ouais, c'est toujours ça, c'est le... J'aimerais avoir entre 3 et 4 enfants au moins. Voilà. Okay. Pas un, ça c'est évident. Ouais, moi c'est la même, j'en veux plein. Moi je le dis, quitte à commencer à en avoir, je vais jusqu'à 10. Ouais. Putain, faut y aller 10. En fait, il faut juste... après, faut avoir un peu de... je pense que c'est important de passer du temps, tu vois, de qualité avec tes enfants. Mais pour moi, pouvoir passer du temps de qualité avec les gens, il faut que je sois reposé, et il faut que je sois aussi épanoui dans d'autres domaines de ma vie, genre professionnellement, avec ma compagne aussi. Et je suis conscient, tu vois, du fait que si j'ai plein d'enfants et que je dois commencer je suis stressé parce que je dois les amener à l'école ou autre, et tu sais, quand t'es taxi le matin, si t'as pas dormi et que tu parles pas avec ton enfant, c'est pas du temps de qualité. Il a pas besoin que ce soit toi qui l'amène à l'école, si c'est pour pas parler dans la voiture comme ça. Donc, moi, si je veux faire de l'argent aussi, c'est pour pouvoir avoir une grosse famille, une énorme famille, et avoir, tu vois, des chauffeurs qui les amènent à l'école et tout. Et quand moi, je suis prêt à passer du temps, tu vois, j'organise ma journée comme j'ai envie. Et je me dis, ok, quand ils terminent de l'école, tu vois, entre 4 et 6 heures, t'es 100% avec eux. J'ai une équipe de foot, en fait, et on va tous, tu vois, faire le tout. C'est exactement ce que je rêve, mec. C'est vraiment, on a la même vision sur ça. Et c'est cool parce que je trouve qu'il y a peu de gens qui l'ont à notre âge, en tout cas. Moi, je suis vieux. Hein. T'es un peu plus vieux que moi, mais ça va, tranquille. Non, mais je veux dire, t'as quand même beaucoup de personnes qui ont pas cette vue familiale, et ils font ce qu'ils veulent, mais en tout cas moi c'est vrai que je suis assez drivé par ce truc là, et donc pour faire un parallèle avec le tout, et donc je décide de monter un projet, et je voulais pouvoir vivre de ce projet, et je me tâtais à faire une chaîne YouTube à l'époque, et puis donc là, excuse-moi, je replace un peu le contexte pour que je suive un peu mieux. Vas-y. Donc toi, quand t'as commencé... Ok, non, là, on avait fait un petit retour en arrière avec l'investissement et ainsi de suite. Donc là, t'es 1 an plus tard. Donc pour finir l'anecdote, du coup, sur ça, quand j'ai acheté ma première maison à 110%, j'ai rien fait de ouf. Juste, j'ai rien fait, la banque m'a prêté de l'argent. Et tu vois, moi, je dis pas... J'ai mis 0. C'est-à-dire que il faut... Tu vois, il y a cette idée de se dire... un peu des revenus ou autre, mais c'est tout. Oui, bien sûr, c'est un CDI, quoi. Et quand je dis à mes collègues que je l'avais fait, mais personne ne me croyait. J'ai dû ramener l'acte de vente pour que mes collègues comprennent que j'ai acheté une baraque, quoi, tu vois. Et c'était un univers dans lequel je me sentais pas très épanoui, parce que et c'est vrai que aujourd'hui je côtoie du coup pas mal, et on va en venir, de personnes qui sont encore dans ce milieu, d'autres personnes qui créent du contenu dans le milieu infirmier, et je me sens un peu en décalage, tu vois, parce que il y a ce côté, tu vois, où les personnes sont très centrées dans leur métier, ce qui est une chose qui est géniale, et moi je me bats pour ce métier, tu vois. Mais on laisse peu place à la vie personnelle. Et tu vois, moi j'ai senti ça dans le milieu infirmier. Quand j'étais infirmier, il fallait être dévoué au métier, aux malades. Vie, en fait. Il faut sacrifier sa vie. Et on parle très peu de ce que les gens aiment dans la vie. Et tu vois, quand moi je rencontrais de nouveaux collègues et je leur demandais, tu vois, premier contact, salut Clément, t'es infirmier depuis combien de temps? On va dire depuis 5 ans et tout, trop cool. Et tu fais quoi à côté dans la vie?
les gens sont choqués, tu vois. Et donc, on en vient donc de septembre 2021. Voilà, du coup. septembre 2021, je lance ce compte Instagram et ça explose vraiment. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que comme c'est un domaine dans lequel on donne tout gratuitement et on parle pas d'argent, en fait, il y a beaucoup de partage de comptes à l'époque. C'est-à-dire que tu sais, tous les dimanches, tous les infirmiers font ah tiens, il y a plein de comptes infirmiers et tout, et donc on m'a beaucoup partagé. Et comme mon contenu se différenciait complètement des autres, parce que il y avait forcément une approche un peu plus marketing, c'est-à-dire que je voulais que en fait, si tu veux, ma approche marketing dans le sens où j'avais déjà un nom qui s'appelait donc Réussis ton IFSI. Donc c'est pour l'acronyme de réussir l'Institut de formation en soins infirmiers. J'avais trouvé un nom, j'avais trouvé une charte graphique parce que j'avais envie de faire un truc propre qui n'existait pas. Et donc ça a beaucoup plu et les gens se sont très vite abonnés. Ça faisait très pro, hein. Je me souviens, j'avais vu ce compte. Et aujourd'hui, quand je vois le contenu, putain c'est moche. Et donc je crée ce truc-là et en fait ça marche. C'est-à-dire que ça fonctionne vraiment, il y a des gens qui s'abonnent et qui en veulent plus. Et je me dis Comment ça qui en veulent plus? En fait, si tu veux, les gens ont envie que je les aide pour leurs études, quoi. Si tu veux, ils disent c'est cool. Des messages privés de mecs. Exactement. En gros, ils disent c'est cool parce que aujourd'hui j'ai appris un truc en plus, mais est-ce que tu peux pas nous aider dans nos études? Et donc je réfléchis à plein de trucs et je me dis que je vais créer une chaîne YouTube, sauf que pour le coup il y en a déjà une qui existe et qui est vraiment bien faite par quelqu'un qui est très pédagogue, et je me dis que en fait en plus YouTube je vais pas pouvoir en vivre et mettre des moyens, et je me dis est-ce que je pourrais pas faire du coup une plateforme de révision, et c'est là que du coup ma boîte aujourd'hui qui existe, donc qui s'appelle Réussis ton IFSI, existe. Pour vous donner un ordre d'idée, donc ça c'était en septembre 2021 que je lance le compte Insta. Aujourd'hui on est du coup, pour situer les personnes si ils regardent la vidéo dans plus de temps, on est du coup en octobre 2024. Donc 3 ans plus tard. 3 ans plus tard. Et aujourd'hui, donc j'ai accompagné avec mon entreprise plus de 20 000 étudiants à se former. On est une dizaine de personnes en interne dans l'équipe à travailler. Plus on a, comme je te disais tout à l'heure, un peu plus de 300 personnes qui ont travaillé pour cette entreprise parce que le but était vraiment d'enseigner par des personnes qui sont sur le terrain. Donc en fait, on va faire parfois un article, je te disais, sur un guide du stage en cardiologie. Si vous êtes curieux, vous tapez stage en cardiologie, vous trouverez notre guide. Il a été fait par quelqu'un qui exerce en cardiologie. D'ailleurs, c'est un infirmier qui s'appelle Clément, je crois, on voit sa biographie. Donc en fait, on fait intervenir énormément de personnes, donc on a plus de 300 personnes qui sont intervenues, et aujourd'hui on est la référence en France. C'est génial. Vous replacez un peu aussi tu sais, comme t'expliquais avant, beaucoup des cours qui étaient donnés, c'était donné par des gens qui étaient déconnectés du métier parce qu'ils exerçaient plus ou ils se formaient plus. Là, vous reprenez des gens qui exercent pour enseigner. Exactement. T'as cet aspect-là pour les formateurs en IFSI parce qu'en fait, tu vas avoir, et c'est pour ça que je souhaite taper sur personne. T'as des formateurs aujourd'hui qui sont exceptionnels et qui font un gros travail de recherche et qui enseignent bien, mais il y en a quand même une partie qui eux ne sont pas réactualisés depuis 20 ans. On a des étudiants qui nous envoient leur diapo d'école, c'est marqué encore 2006 sur le diapo, tu vois, c'est catastrophique parce que la santé évolue constamment, les médicaments ils évoluent, et tu vois, on a encore des étudiants qui apprennent des trucs qui datent de 2009, et sauf que en fait, tu vois, on prend en charge des êtres humains, on n'est pas en train de prendre en charge des ordis, et du coup la mission aujourd'hui de mon entreprise, c'est d'aider des étudiants à valider des partiels, mais ça c'était sa mission initiale. Aujourd'hui la mission c'est de mieux former les infirmiers de demain. Voilà en gros ce qu'on fait. C'est génial, bravo. Merci. Et donc pour vous donner un ordre d'idée, en mars 2022, je décide, donc quelques mois après le lancement du compte Insta, donc ça fait à peu près 6-7 mois après, de tester un premier produit. Donc c'est ce qu'on appelle le MVP product, tu vois, le minimum viable product. En gros, je teste pour voir s'il y a des gens qui sont prêts à payer en fait sur un truc pour les aider. Et donc je crée ce qu'on appelle une formation, je crée une matière, en plus c'était ridicule avec du recul parce que c'était une matière qui arrive en deuxième année au semestre 4, donc en fin de deuxième année. Okay. Ça avait aucun rapport, mais je voulais bosser sur cette matière. Je passe... c'est intéressant quelque part, tu vois, parce que je pense que ça peut être une force de se concentrer pour parler de ce dont tu as envie de parler, plutôt que de parler d'un truc... Moi, je pense que c'était au final de t'écouter toi-même et de faire un truc, même si c'était semestre 4 de la deuxième année, ça faisait peut-être plus de sens. En vrai. Oui, et donc je passe quelques mois à essayer de concevoir cette matière. Donc je prends des cours d'école, je prends des bouquins que je trouve, j'essaie de le simplifier pour faire comprendre aux étudiants. Je vais sur internet voir si on peut actualiser aussi ces trucs-là, et je demande à des médecins de mon service aux urgences de relire les cours, etc. Je demande aussi à des relecteurs parce que dès le début, je voulais absolument que les cours soient vraiment sécurisés. C'est-à-dire que ce soit relu par plein de personnes dans le domaine, que ce soit même corrigé, même orthographiquement, grammaticalement qu'en parlant, tu vois, pour que ce soit cohérent. Essayer de produire en fait le contenu le plus ouf possible. Et je lance ce truc-là en mars 2022. Et donc je fais une story sur Insta à l'époque. Alors je suis désolé, j'ai pas les datas, mais je dois avoir 20, 30 000, 40 000 abonnés, un truc comme ça. Et je lance ce truc-là, ça coûtait 2 € un soir, et je me souviens, j'étais tout seul chez moi. Ah, ta formation coûtait 2 €? Ouais, j'avais fait un truc à 2 €, tu vois, genre si vous voulez accéder. Des vidéos, PDF? C'était que des cours écrits, avec des schémas que j'avais fait. Et c'était les cours d'une matière. Et je dis, si vous voulez accéder à cette matière pour la tester, c'est 2 €. Et le soir même, je crois que je fais une dizaine de ventes, un truc comme ça. Et j'étais devant mon ordi et je me dis, mais là, j'ai pas été au travail et j'ai gagné 20 balles.
Et à l'époque, j'étais en extase, quoi. J'étais en mode, j'ai fait de l'argent, c'est un truc de fou. Et je me dis, ok, bah c'est simple, j'ai jusqu'à septembre 2022 pour lancer mon produit. Incroyable. Alors juste, rappelle-moi, elle a fait combien ta boîte le mois passé? Je sais pas si je peux le dire, parce que ça va être mal interprété. Parce que, genre, attends, juste pour mettre un contraste, parce que là, t'étais content d'avoir fait 20 balles, mais bon. On parle de 6 chiffres. Ouais, on parle de 6 chiffres, et pour le coup, je déconstruis tout de suite parce que on a fait plus de 6 chiffres, mais il faut savoir que aujourd'hui, j'ai beaucoup d'employés, et ça me coûte, pour le coup, ça me coûte entre 30 et 40 000 euros par mois de coûts, déjà, pour faire tourner l'équipe interne, sans parler de, du coup, ce qu'on développe à côté. Donc, incroyable. Ça permet de faire un contraste avec aujourd'hui. Et donc, je décide que pour septembre 2022, je lance l'intégralité des cours pour la rentrée. C'est-à-dire de créer une plateforme de révision complète pour la rentrée. Et donc, je décide de me lancer là-dedans. Déjà pour tous les étudiants en première année, du coup. À la base, je me dis, je vais lancer une plateforme pour tous les étudiants. Faut qu'il y ait les 3 ans de cours, etc. C'est 3 ans, en fait. Ok. Donc en gros c'est 3 ans pour devenir infirmier, et donc je décide de mars jusqu'à septembre 2022 de me dire ok, je vais me donner les moyens à fond pour lancer ce projet. J'ai la chance à ce moment-là de rencontrer un mec qui s'appelle Ben, donc un kiné qui lui faisait du contenu aussi en tant que kiné, et donc on a échangé sur Insta, et en fait on s'est appelé, on s'est rendu compte qu'on était dans exactement le même mindset, que lui aussi voulait lancer un truc pour les kinés dans le même domaine, et donc on est devenus potes, et on s'est épaulé. C'est la première fois que tu vois, j'avais vraiment un mec qui veut faire ce que je veux faire aussi, qui entreprend dans ce truc-là. À ce moment-là, j'ai décidé de m'entourer de plein d'infirmiers pour que les gens rédigent des matières. Le truc, c'est que j'avais pas de quoi les payer, parce que j'avais fait une centaine d'euros, tu vois. Et donc je leur ai dit, bon, écoutez les gars, en septembre, si on fonctionne, je pourrais vous payer un petit peu quelques centaines d'euros pour chacun dans toutes les matières que vous avez rédigées. Tout était vraiment sécurisé, comme ce que j'avais fait auparavant pour l'essai gratuit. On faisait relire par des médecins et par des correcteurs littéraires, donc une relecture médicale et littéraire, pour vérifier orthographe, grammaire, etc., mais aussi la véracité de nos propos. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, du coup, parce que juste avant de lancer ma plateforme en septembre 2022, je te croise aux Igues. Dans un environnement très travail, tu vois, on était. Voilà, on était en festival, on faisait la fête, et j'étais là pour décompresser en plus. En vrai, on était en festival, mais on était en train de s'entraîner en festival, juste pour nous donner un petit peu de crédit quand même. C'est vrai, parce que beaucoup de gens vont au festival pour faire la fête, nous on y va pour faire de la muscu. Exact. Donc on est allé dans ce festival ici tu sais, l'île Tiguette, c'est, tu vois, la cheminée. Oui, je l'ai reconnu, tu vois. C'est la cheminée de Tiguette. Ouais. Et c'était un festival du coup à Budapest, et il y avait un parc de street workout dans le festival. Et on s'entraînait, on s'est rencontrés là pour la première fois. Exactement, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, moi je t'ai rencontré aux Igues parce que t'avais mis une story, et je me souviens c'était avec Eric aussi à ce moment-là, et tous les deux vous avez mis des stories en mode ouais, on est aux Igues, on fait la fête. Je vous avais pas croisé sur le festival, et vous avez dit on ira s'entraîner au parc de street, s'il y a des mecs qui sont chauds, venez. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés parce que vous avez mis une story. Je me souviens, je regardais régulièrement les stories en festival en mode ils mettent rien, j'avais même mis, et je n'avais jamais fait ça de ma vie. Tu sais, tu peux mettre une alarme quand quelqu'un met des stories. Putain, j'avais mis une notif pour être sûr de pas vous rater, parce que forcément c'est vrai que maintenant on est amis, mais à l'époque il y a quand même ce rapport où t'es créateur de contenu, je te connais pas, tu m'as toujours inspiré, et du coup forcément t'as envie de rencontrer la personne. Moi je te connais pas et toi tu me connais, voilà, donc il y a un peu ça, ce rapport de force. Ouais, je dirais pas un rapport de force, mais non, mais tu veux dire, tu vois ce que je veux dire. Rapport spécial. Voilà. Et donc, on est amené à se rencontrer parce qu'en plus, la chance qu'on a eue, c'est que j'étais étonné, mais il n'y avait pas tant de monde que ça. On était une vingtaine, je pense, au total, sur le parc de street. Et je rencontre aussi un autre mec qui s'appelle Sylvain, parce que moi j'étais avec des potes au festival, mais les deux m'ont dit, va faire ton truc de street workout, nous on va faire la fête, on va picoler, et on va se reposer, quoi, tu vois. Et donc, je te rencontre, et je te dis, écoute, mec, j'ai vu que tu avais fait une story sur un truc qui s'appelle le Reboot Camp. J'ai envie de lancer ma boîte, je lance mon projet, etc. Mais je suis tout seul. J'ai que un mec, Ben, qui était pas aux Igues, qui m'accompagne, et on se comprend, on échange et on s'épaule dans le truc, même si moi j'avais un peu d'avance sur Ben. Donc j'avais personne qui était au-dessus de moi, déjà en plus, dans l'avancée. J'ai très peu d'entourage qui est familier avec ça. Au travail, du coup, moi j'ai toujours un infirmier à côté. Mes collègues sont pas du tout là-dedans, et je peux pas leur en parler parce que déjà ils sont pas aidants, et encore plus la plupart du temps c'est sous forme de critique, tu vois. Et donc en fait, mon entourage est très restreint. Je rentre chez moi tard le soir après mon boulot, il faut que je bosse pour lancer mon projet, et je sais que ça peut marcher, mais en fait j'ai pas forcément la discipline, ou je suis pas dans je sais pas dans quel mindset me mettre, tu vois. J'écoute des trucs, y a des mecs qui me disent d'un côté la semaine de 4 heures, tranquille, écoute-toi, bosse quand on a envie. Mais d'un côté, je sais que mon projet va pas avancer si je fais ça. Et d'un côté, t'as des mecs qui disent de se lever à 4 heures du matin, d'aller courir 30 km, etc. Et là, je me dis, c'est cool, mais je vais jamais tenir. Et donc j'avais pas d'environnement pour ça, et moi c'était le problème auquel je faisais face. Et quand j'ai vu que tu parlais du Reboot Camp, et c'est assez marrant parce que j'ai vu une story que t'as faite, et je m'en suis souvenu, et quand je t'ai vu aux IE, je t'ai dit écoute, j'ai vu que t'as parlé de ce truc là,
est-ce que tu peux m'inscrire, est-ce que je peux rentrer, parce que je sais que les places sont très limitées, qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont être intéressés et je veux vraiment faire partie de ce truc-là. Et c'est là que du coup t'as pris mon email avec celui de Sylvain, un autre mec que j'ai rencontré aussi aux Zigas du coup. Ah, Sylvain, tu l'avais rencontré aux Zigas. Sylvain, et c'est ça qu'il faut savoir, c'est que Sylvain, c'est un autre mec qu'on s'est rencontré sur le parc de Street. Moi je le connaissais pas. Rencontré au même moment. Moi j'étais juste avec deux potes qui étaient pas là au parc de Street. Ok, parce que je raconte l'histoire de ma perspective. Ouais. Moi dans ma tête vous étiez potes. Et en fait, vous vouliez participer au Reboot Camp ensemble. Ouais. Du coup, en fait, vous vous êtes rencontrés sur le moment. En fait, on s'est rencontrés et tu nous as dit, bah, ça vous dit d'être dans le même groupe. Et on fait, ouais, tu peux nous mettre dans le même groupe parce que, bah, en fait, on a sympathisé, on a fait une séance de street. Et je connaissais pas le mec. Tu sais ce qui s'est passé, c'est très drôle parce que ça me fait penser juste maintenant. Mais quand Nolan, que tu as aussi rencontré du coup parce qu'il était présent au même festival, Nolan et Hugo sont venus. On est allé manger au resto un soir à Budapest. Et pendant qu'on était au resto, il y a un abonné qui m'a reconnu et qui vient me parler. Et on était avec du coup Nolan, Hugo, un associé de Nolan. Et le mec vient, il commence à discuter, il fait mais vous connaissez comment? Et du coup, on parle du Reboot Camp forcément. Ouais. Et nous, on est en train de chauffer l'associé à Nolan de participer au Reboot. Ouais. Et là, il y a ce mec-là qui vient, et on lui dit c'est le Reboot et tout. Et il commence à le chauffer et tout. On dit ok, bah en fait, tu vas rejoindre le Reboot l'année prochaine, tu vois, en 2025. Ouais. Et tu vas être dans le groupe à l'associé à Nolan, tu vois. Et on leur a déjà expliqué, ok, les mecs, à partir du 1er janvier, en fait, vous êtes ensemble et vous allez décoller dans vos trucs. Tu vois, les deux, ils avaient leur projet. Et bref, un peu la même histoire. Si tu veux rencontrer des mecs un peu. Par hasard, et au final, les chauffer pour participer à ce truc-là. Moi, c'est un truc que j'adore, c'est de se dire... je trouve qu'aujourd'hui, les relations humaines sont assez compliquées. On a tendance à pas s'ouvrir aux autres et à être très vite dans le jugement, surtout les Français. Et moi, c'est tout mon opposé, quoi. C'est-à-dire que j'adore rencontrer des gens, apprendre sur eux et peu importe ce que le mec fait, quoi. On parle d'entrepreneuriat, là, mais tu vois, mais le mec, il peut être éboueur, mais c'est trop cool et j'aimerais comprendre comment il vit et ce qu'il fait et quel est son quotidien, tu vois. Je pense que souvent, ce qui se passe, c'est que tu sais, quand tu commences une relation de zéro et que tu sais que cette relation, elle va avoir pour but de faire grandir l'un et l'autre, en fait, les deux, vous pouvez faire des efforts pour, dès le début, être le meilleur ami qu'on peut potentiellement être, tu vois. Exactement. Genre, je pense que quand tu as rencontré du coup Sylvain et que tu t'es dit, ok, je vais commencer le Reboot Camp avec Sylvain, automatiquement, tu te dis, en fait, Sylvain, il faut que pour lui, je sois un mec qui l'inspire à aller de l'avant et ainsi de suite. Et Sylvain, il s'est dit pareil, tu vois. Il s'est dit, Clément, c'est pas le mec que je vais appeler pour lui dire, viens, on va fumer un pet à la maison ce soir, parce que vous devez prendre soin de votre relation qui est basée autour du progrès. Et je pense que c'est surtout ça, tu vois, c'est que tu construis des relations quand tu sais que c'est pour aller de l'avant avec des mecs et tu montres le meilleur, tu donnes le meilleur de toi dans cette relation. Donc tu peux avoir tes potes avec lesquels tu fais la fête ou avec lesquels tu te comportes plus, de façon un peu plus social et pour le fun. Plus proche et présent pour le fun, exact. Et des potes avec lesquels tu vas être plus sérieux, vous allez plus vous dire les choses franchement, dans la bienveillance toujours, mais être un peu plus direct. C'est ça. Et tu vois, pour le coup, du coup, le reboot, moi, est tombé au meilleur moment de ma vie parce que si tu veux, j'étais dans une transition où j'étais infirmier à temps plein, je travaillais le soir, mais j'avais beaucoup de mal à trouver une motivation. Je trouvais pas tant de personnes dans mon entourage qui étaient dans... C'est vrai que c'est un terme que j'aime pas trop utiliser, mais ce mindset, tu vois, de se dire, j'ai envie de créer un projet, j'ai envie de me donner les moyens, et si je croise d'autres personnes sur ma route qui veulent faire ça, je vais aussi les épauler. Parce qu'aujourd'hui, moi je l'ai vu dans mon entourage, et c'est le cas pour beaucoup de monde, surtout en France. En fait, quand quelqu'un lance un projet, en général, t'as même des personnes qui vont essayer de te démotiver. Alors que on devrait tous, tu vois, genre ton pote demain il lance un compte Insta, t'abonner, aller liker ce qu'il fait, tu vois. Et ça, ce qui est ouf, c'est que moi quand j'avais lancé mon compte Insta, les personnes avec qui j'étais à l'école en rigolaient, tu vois, parce que le mec qui a redoublé sa première année, il lance un compte pour devenir infirmier, pour aider les gens, et on manque de soutien. Il faut savoir que donc nous on s'est rencontrés en août, mais le reboot, donc la version bêta, elle se lançait en décembre-janvier. Donc c'était en fait pour la nouvelle année. Et moi j'avais vraiment besoin de ça, de se dire ok, depuis 2022 je mets les bases de mon projet, en 2023 il faut que j'en vive et que je fasse quelque chose de grand, et je n'y arriverai pas seul. Donc voilà déjà moi l'idée initiale et pourquoi j'étais chaud et pourquoi quand je t'ai vu j'ai dit mec je peux rejoindre ce programme s'il te plaît. Du coup j'ai pris votre email et du coup nous en fait tu nous as envoyé un email quand le programme s'est lancé, et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai appelé Ben qui était mon seul pote de l'époque à l'époque qui était vraiment chaud, qui avait aussi un projet entrepreneurial comme moi, et lui Ben il est plus chill que moi, il me disait ouais je sais pas, parce que moi je lui ai dit ok on fait ça mais il faut qu'on se donne les moyens, c'est à dire qu'on rejoint le programme mais il faut qu'on y soit à fond, ça sert à rien de s'inscrire pour en fait ne pas en profiter, ne pas voir les changements, ne pas se dépasser voilà, quoi, c'est ça. Et donc j'essaie de chauffer Ben et il veut pas, et jusqu'au dernier moment je l'attrape par le cou là et je lui dis écoute mec, on a qu'une vie, c'est maintenant, je pense que ce truc peut être notre tremplin pour passer un cap supérieur et vivre de notre projet et essayer de faire quelque chose. Et donc Ben s'inscrit et je t'envoie un message. En fait on n'a pas le choix avec un ami comme toi. T'as tellement de patates et du coup tu m'avais dit tout à l'heure que tu buvais pas de café, si j'ai bien compris. Non, je bois pas de café. Je sais pas d'où tu sors toute cette énergie mais c'est vrai que
des fois, ça doit être. Je pense en tant qu'ami de toi. Ouais. Des fois, il y a les moments hyper géniaux où on manque un peu d'énergie, si tu veux, et tu viens et tu nous sors du truc. Et des fois, on a vraiment, si on résiste, essayer de résister à ton énergie, ça doit pas être une bonne solution à mon avis, parce que je pense que t'es du genre un peu à insister, à ne pas nous laisser tomber, ainsi de suite. Enfin, moi, t'es le mec, dis-toi, si je t'envoie un message ou si je t'appelle, tu réponds en 1 seconde. En fait, t'es tellement speed, t'es tellement rapide dans tout et tu sautes sur toutes les opportunités. Genre là, je t'ai par exemple proposé de venir ici pour enregistrer le podcast. Direct, c'est ouais, bien sûr, clair, on s'organise et tout. Direct. Genre quand il y avait eu l'histoire avec Eric qui est allé filmer c'était quoi, son semi-marathon à Paris? Ouais, en gros, Eric, du coup, Eric Flag, que j'ai rencontré aussi aux Ziguettes, a fait son marathon de Paris. Et il a voulu faire une vidéo, d'ailleurs, une vidéo qui est en ligne, dans laquelle vous pouvez me voir, parce qu'en fait, Eric cherchait un caméraman. Alors moi je suis pas du tout caméraman, hein, je suis un type lambda il a embauché un mec pour faire des plans, mais je lui ai envoyé un message en disant écoute mec, je suis pas caméraman, par contre moi je te suis sur tout le marathon et je te fais des plans de ouf. L'enthousiasme de malade. Je lui dis je prends mon vélo, je fais les 40 bornes avec toi et du coup Eric m'a pas répondu parce que revient à ce que je te disais auparavant, tu vois le fait non c'est vrai que ce que je te disais c'est que moi je t'avais écrit un DM à l'époque pour le reboot mais tu m'avais pas répondu quand t'avais mis une story. C'est pour ça que quand on s'est vu aux Ziguettes, j'en ai profité pour te dire écoute j'ai vu ce que tu faisais, ça m'intéresse vraiment et voilà c'est normal parce que moi je suis dans ce cas aujourd'hui, quand on a une communauté on peut pas répondre à tout le monde et c'est normal. Et à ce moment là j'écris à Eric mais Eric ne voit pas mon message et tu me dis écoute je t'envoie un DM, je t'envoie un message parce que toi j'avais ton numéro à l'époque et je dis écoute est-ce que tu peux me faire transmettre le message à Eric, je suis bouillant et je pense que ça peut lui faire des plans de ouf. Et Eric m'appelle et on s'organise ça et je le retrouve la veille, on fait un plan et j'ai suivi Eric pendant tout son marathon à vélo. Et c'est une histoire de malade parce que personne n'a le droit d'être en vélo sur un marathon. Ouais. Et en fait, j'ai pris un gilet fluo et en vrai, j'ai fait un hold-up. J'avais un gilet fluo, un casque fluo et la cam et j'ai suivi Eric pendant tout son marathon à vélo. Et sauf que c'est interdit. Mais je pense que les gens pensaient que j'étais de leur gars. Fallait que t'aies en plus une petite échelle sous le bras pour vraiment... Et ce qui est ouf, c'est que je l'ai suivi sur tout le marathon. Et en plus, il y a des passages qui sont compliqués parce que vers le 20e, 25e kilomètre, on revient, on passe le long de la Seine pour revenir aller vers le Bois de Boulogne. Et donc, en fait, on fait toute la Seine. Et si tu veux, lui, il court en bas et moi, je suis en haut parce que tu peux courir le long de la Seine, mais c'est piéton. Et donc, moi, j'étais sur les routes. Et donc, en fait, lui, il faisait que de monter, descendre. Et je m'arrêtais, j'essayais de le repérer. Et je l'ai jamais perdu de tout le marathon. Et au Bois de Boulogne, j'ai posé mon vélo et j'ai couru 5 km avec lui pendant tout le Bois de Boulogne pour avoir des plans différents, m'arrêter et tout. On s'est bien éclaté. Alors, ça n'a pas été parfait parce que je suis pas un caméraman professionnel et puis malheureusement, mes micros ont lâché à ce moment-là. Donc, il y a des moments où le son est un peu moins bien. Mais c'était une expérience de fou. Et il y a une anecdote qui est assez marrante que j'ai jamais racontée. C'est qu'il y a un seul moment où on m'a pas laissé passer. Parce qu'en fait, si tu veux, c'était en plein centre de Paris. La route était très étroite. Et donc, il y avait les 2 trottoirs avec des barrières. Et il y avait juste... Parce que c'était un ravitaillement, si tu veux. Okay. Donc il y avait juste les barrières, les gens qui courent. Et je ne pouvais pas passer à vélo parce que les gens se resserrent et je ne peux pas passer. Et donc je décide, pour moi c'était impossible de perdre Eric, tu vois. Je décide d'enjamber la barrière avec mon vélo. Donc je prends mon vélo, je vais pas pousser d'adrénaline, je porte mon vélo à une main comme ça, comme un zinzin. Et on est face à des gens qui sont sur des tables et qui donnent des boissons et qui font « Oh, vous pouvez pas passer là et tout !» J'ai écouté personne, j'ai couru derrière eux avec mon vélo, j'ai passé sur l'autre barrière, j'ai remis le vélo et je suis reparti et j'ai vu que Eric commençait à courir et quand les gens ont fait « Vous avez pas le droit de faire ça et tout !» Je vois Eric qui se retourne et qui me voit en train de faire « Putain, je fais quoi ?» Et poussé d'adresse, je suis passé et à 10 secondes près, les gens m'attrapaient et me disaient « Vous repartez et tout », tu vois. Incroyable, l'audace. Donc la petite anecdote sur mec c'est ça, c'est genre le mec qui s'arrête jamais. C'est quand tu forces toujours au bout d'un moment tu gagnes. Et donc pour revenir à ça, petit côté qui est chiant dans ma vie, c'est que du coup je suis tout le temps à fond et j'essaie de sauter sur toutes les opportunités qui existent et faut y aller pour me suivre quoi. C'est-à-dire que souvent je veux faire plein de trucs et j'ai pas mal de potes qui vont pas me suivre surtout parce qu'ils ont pas le temps, pas forcément les moyens par moment ou juste pas l'envie, tu vois. L'énergie, frérot. Et j'ai un peu alors c'est le cliché de dire le FOMO, tu vois, le fear of missing out, avoir peur de rater des trucs, mais je t'avoue que dès qu'il y a des trucs je saute dessus quoi. Tu vois, avec ma copine aujourd'hui, on est épuisé alors qu'on bosse quand même, mais parce qu'on fait trop de trucs. Mais j'avoue, j'abuse. Mais tu vois, j'étais avec Igor il y a quelques jours à Budapest et moi j'envoie un message à Clément et je lui dis vous êtes chaud ce soir avec ta copine, du coup vous nous rejoignez au restaurant avec Igor, on a un resto taille plutôt sympa. Ouais, alors là aujourd'hui on allait faire du tir avec des armes à feu, on a tiré au baril de 50 et on a visité, on était au bain thermo juste avant. Là ce soir on va au resto et puis demain on va faire.
vous aviez le programme le plus fou furieux, vous arrêtez pas, c'est incroyable. Et dis-toi que nous, on vit à Paris, c'est vrai que j'en ai... Bah si, je parlais du fait que je vis toujours à Paris, en fait, tous les jours, moi, je fais plein de trucs, tu vois, genre à l'Accor Hotel Arena, le Grand Rex, et du coup, je suis sur toutes les newsletters de tous les trucs qui font des événements, et je reçois des notifs tous les jours, et tous les jours, je dis, waouh, mais il y a l'avant-première de ce truc-là, faut qu'on aille voir ce truc-là et tout. Donc, on a beau essayer de se reposer, on est éclaté, mais j'avoue, je me verrais pas vivre autrement, tu vois, donc voilà le petit parallèle pour ma personnalité. Et pourquoi, du coup, Ben a craqué, en fait. Voilà. Au final, du coup, parce que Ben, je l'ai chopé, je lui ai dit, tu vas faire le reboot camp avec moi. Et donc, on t'envoie un message vers fin décembre, début décembre, quand le reboot allait commencer, parce qu'on s'était inscrit. Et je te dis, bah voilà, est-ce que tu peux nous mettre avec Ben et Sylvain pour faire un groupe tous ensemble. Et donc, à ce moment-là, en décembre 2022, on intègre un groupe tous ensemble, vous étiez 6 au total, mais du coup... On intègre un groupe de 6 avec du coup Emmanuel, Nathan et Julien. Et du coup, on rentre dans le groupe 4, notre premier groupe du reboot, et c'est là que l'aventure commence. En fait, je pense que je suis quelqu'un qui, comme vous, est prêt à sacrifier un peu ma vie actuelle pour le futur. Je veux vraiment essayer d'évoluer, de me challenger, de me dépasser. Et en fait, je me suis juste rendu compte que c'est dans ce processus-là que je suis le plus heureux. Et mon gros souci, c'est que je suis le pro pour avoir des élans de motivation sur une journée et rien branler 3 jours après, pendant 3 jours derrière et tout. Enfin, j'ai un gros problème de discipline. Si je me bouge pas le cul maintenant, je serai toujours la même personne à 25, 30, 40 ans et ma vie sera finie. Et c'est un peu triste, mais en vrai, c'est la vérité, c'est ce qu'arrive à beaucoup de gens. Je voulais trouver un objectif pour me recentrer sur moi-même, parce que comme vous, je procrastine facilement, je fais de la merde. Du coup, je vais m'exprimer en tant que doyen du groupe, je crois. Parce que j'ai 26, je crois que je suis le plus vieux. Ouais. C'est impressionnant de maturité de vouloir déjà viser haut. Vous êtes en avance sur beaucoup de gens, plus que ce que vous le pensez, je pense. Moi, ça fait quelques années que j'ai un peu changé de mentalité. J'ai explosé des trucs, des croyances limitantes que j'avais et ça m'a fait un bien fou. Là, dans ce programme, j'arrive en ayant déjà des acquis solides sur certains trucs. Le 5 heures du mat, les douches. Ma motivation, c'est de reprendre ce que je sais déjà faire, mais ça m'insuffle une énergie en plus, c'est un booster. Et j'ai vraiment l'impression qu'on a un bon groupe et j'espère qu'on va aller loin ensemble, tous les 6. On est des mecs qui se rassemblent, qui ont envie de s'élever, mais sans écraser les autres. Et ça, c'est un terme que tu as employé et que je reprends à toutes les sauces. Je cite même pas le copyright. Et c'est, tu vois, de se dire que on peut tous devenir une meilleure version de soi-même, tendre vers des choses qui nous rendent heureux, avoir des projets, avoir des envies, sans forcément avoir besoin d'écraser les autres, tu vois. Et c'est moi ce que j'ai retenu du plus fort dans le reboot, parce que je pense qu'avant le reboot, j'avais pas cette façon de penser. J'étais plutôt en mode, faut que je fasse un projet, que je défonce tout, etc. Et peu importe qui se met sur ma route, etc. Et je pense que c'est peut-être pas la meilleure façon de voir les choses. En tout cas, ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur ça. Et l'anecdote de malade, c'est qu'on a commencé les reboots de malade, tu vois. Il y a un lien. C'est qu'on a commencé le reboot en janvier. Et Ben me dit, vas-y, je monte sur Paris, je viens chez toi. Moi, j'avais mon studio à l'époque. Il dit, je viens dans ton studio, on dort dans ton lit tous les deux. J'avais un clic-clac. Yes, c'était vraiment le bon reboot entre potes. Ouais. Et on se dit, tu montes sur Paris, on fait les premiers jours ensemble, etc. Quelle erreur, parce que je venais d'attraper la grippe. Benjamin me rejoint et il chope la grippe aussi. Il rentre chez lui, du coup. Et les premiers jours, mais on était cloués au lit et je suis jamais malade, mais jamais. Tu vois. Et là, j'étais une semaine KO, quoi. Et dis-toi que à l'époque, donc les habitudes qui étaient dans mon groupe, on avait une dizaine d'habitudes par jour. On devait prendre une douche froide le matin, se lever à une certaine heure. Dès qu'on se lève, on envoie un message au mec pour dire bonjour. Ça a un peu évolué tout ça depuis, mais tu pourras justement expliquer un petit peu justement. En gros, par exemple, pour ce qui est de l'heure de lever, maintenant c'est chacun détermine son heure de lever à lui, parce qu'on a des mecs qui, alors pas forcément qui travaillent de nuit, mais qui ont des horaires assez, tu vois, qui travaillent dans la restauration par exemple et qui finissent tard le soir. Et pour eux, se lever à 5h, 6h, 7h, c'est compliqué, d'autant plus que en fait, c'est à chacun d'organiser sa vie comme il le désire. Et on a estimé que le plus important, c'était d'avoir un sommeil qui était régulier. Ouais. Donc en fait, tu détermines ton heure de lever en début de reboot camp. Et ensuite, t'as ta case. Et tu dois te lever tous les jours à la même heure, pour avoir le même horaire de sommeil. Et au niveau des habitudes, on est de façon générale plus léger. Et surtout, elles durent que 3 semaines, les habitudes qui sont imposées par le programme. Et ensuite, c'est à toi de refaire ton tracker d'habitudes avec celles que tu veux garder pour la suite. Et tu vois, c'est d'ailleurs le point le plus important, parce que ce qui est génial, c'est que donc nous, on avait pas mal d'habitudes à tenir, la douche froide, etc. Moi, c'est un truc que je n'aurais jamais fait seul. Et c'est pour ça que je voulais rejoindre le reboot. C'est-à-dire que je sais qu'il y avait plein d'habitudes qu'il fallait que je me donne, mais
je pense que j'avais pas les couilles, tu vois. Genre, je préférais être honnête, tu vois. Me lever et prendre une douche froide, je l'aurais peut-être pas fait de moi-même. Pourtant, j'en avais envie. Et là, en fait, j'avais pas le choix. Parce que je savais que si je le faisais pas, j'allais pénaliser des mecs. Et c'est comme ça que, pendant 4 semaines, j'ai pu découvrir des nouvelles habitudes. Et en fait, à la fin du reboot, c'est pas une fin en soi. Parce que, en fait, le reboot, c'était juste un tremplin pour plus tard. C'est exactement ça. C'est bien que tu l'aies vu. Ah oui, parce qu'en fait, tu sais qu'on s'est revus avec les gars régulièrement et on a tous discuté parce que il faut être honnête, on n'a pas tous tenu nos habitudes une fois que le reboot s'est terminé, et je pense que c'est plutôt une bonne chose dans le sens où on a tous conservé des choses parce qu'on a vu que c'était game changer. Tu vois, par exemple, moi, pour donner un exemple, l'habitude qui a été game changer dans ma vie, c'était de ranger le soir, ranger son environnement le soir. Parce que tous les matins, je me levais, je me mettais au boulot, et souvent, avant le reboot, je rangeais pas mon environnement, je laissais traîner parce que c'est pas grave, je ferai demain, et je me réveillais, c'était le bordel, je me mettais pas au boulot, etc. Et pendant le reboot, j'ai découvert que ranger le tard le soir, je dormais beaucoup mieux. Parce que mec, ça fait le vide dans ta tête, hein. C'est ouf. Et avant de le faire, je me rendais pas compte, tu vois. Et c'est comme le fait de prendre une douche froide, écoute, ça a été vachement violent. Et je me suis dit que j'allais pas la conserver sur le moment. Tu sais, la douche froide, c'est plus. Bien sûr, il y a des avantages à la douche froide, mais ça fait partie du genre d'habitude qu'on met en place, surtout pour mettre une claque. Mais bien sûr. Parce que le 1er janvier, te réveiller tôt le matin et te prendre une douche froide dans la gueule, en fait, ça contribue, c'est empiler toute une série de choses, genre le 1er janvier, le groupe, la plateforme, la douche froide dans la gueule, même te raser le crâne si tu veux le faire. Ça fait partie de ces choses-là que tu fais et que tu fais pas d'habitude, qui contribuent à créer ce déclic, à se dire ok, cette fois-ci c'est différent, vas-y j'avance, parce que j'ai tout mon environnement qui est différent, je fais des choses que j'ai jamais faites. Donc est-ce que la douche froide c'est réellement un truc qu'il faudrait maintenir sur le long terme? Même pas en fait, on s'en fout, tu vois. Genre si t'as envie de le faire, tu le fais. Mais je pense qu'il y a un intérêt quand même à te lever le premier et à te prendre ta douche. C'est évident, et ça l'a fait. Tu vois, pour donner un exemple, pendant des mois, je l'ai plus fait, et quand j'ai ressenti le besoin de me remettre une claque, j'ai repris cette habitude. Tu vois. Donc en fait, je pense que c'est découvrir des façons de faire que tu n'aurais pas fait seul. Tu vois, on dit toujours, pendant 30 jours, tu vas tenter une habitude, pendant 30 jours, tu tentes une autre. Là, non. Là, tu fais tout d'un coup et tu vois ce qui te convient. Qu'il y a cet aspect-là. Et en fait, du coup, pour vous donner un ordre d'idée, donc j'ai lancé en septembre 2022 cette plateforme. On a bossé comme des fous pour continuer de mettre à jour, parce qu'en fait, en septembre 2022, il n'y avait même pas les cours de première année. On était en train de continuer de bosser comme des malades. Vous n'aviez pas fini toute la première année? Non, très très loin de là, parce qu'il faut comprendre que à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas terminé les 3 ans, c'est-à-dire qu'on est encore en train de réactualiser. Là en ce moment, les cours de première année, ça fait 4 ans que je suis dessus, et en fait est-ce que ce sera terminé 3 ans? Ouais, bien sûr. On est en train de finaliser. Ce que je veux dire, c'est que c'est du contenu que vous devez remettre à jour. En fait, c'est ça, c'est que chaque année, de toute façon, il y a une réactualisation, et pour l'aparté, la formation va complètement rechanger, donc on va tout refaire. J'en ai pour encore des années de boulot, mais tout ça pour dire que j'ai perdu le fil de ma pensée. Tu parlais de septembre, du coup, que vous étiez en train de travailler sur cette première année que vous deviez... T'as raison, excuse-moi, du coup, c'était pour la temporalité. En fait, du coup, septembre, donc août, je te rencontre. Septembre, je lance le projet. J'ai beaucoup de chance parce que dès septembre, on a fait à peu près 500 inscriptions, ce qui était gigantesque pour l'époque. Il faut savoir que à l'époque, c'était que 60 € l'année. Donc, on a fait 500 étudiants qui nous ont rejoints sur le mois de septembre. Ça fait 30 000. Exactement, ouais. Donc c'était gigantesque, ça m'a permis de payer tout le monde et de réinvestir dans la boîte. Parce qu'il faut savoir qu'on parle beaucoup de chiffres, et je remets en contexte. C'est une boîte, et du coup, il y a énormément de frais. Moi, je ne me suis pas payé avant janvier 2024, pour vous donner un idée. Et là, on parle de septembre 2022. Et tu vivais comment? Tu continues à bosser? J'ai continué à bosser et j'ai pris toutes mes économies. Et avec mes économies, je payais des personnes qui travaillaient pour moi. Donc j'ai grappillé tout ce que j'avais. En gros, j'avais mis de côté en tant qu'infirmier, j'avais de côté, et j'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros comme ça de salaire en tant qu'infirmier et d'économie pour investir dans le projet, jusqu'à ce que j'ai plus rien du tout. Et en janvier 2024, donc que cette année, je me suis versé mon premier salaire. Alors que tu versais déjà des salaires aux membres de ton équipe? Je prenais mon salaire d'infirmier pour payer les salaires des autres dans la boîte. Incroyable. Ça a été un peu délicat pendant quelques temps. J'ai vécu dans mon studio et c'était un peu chaud. Mais voilà. Et donc. Et c'était pourquoi que tu te versais pas de salaire? C'était vraiment parce que tu voulais tout mettre dans le projet? Je pouvais pas. Si, j'aurais pu, mais du coup, je payais moins de gens et on développait moins le projet. Parce qu'en fait, si tu veux. T'es vraiment allé all-in. Oui, j'ai pris des risques, mais j'ai beaucoup de chance, ça a payé. Mais tu vois, en septembre 2022, je te disais, les cours étaient pas complets, il fallait que j'investisse dans des êtres humains pour que on crée les trucs. Et encore une fois, moi, j'aurais jamais la prétention d'enseigner. Je ne rédige aucun cours de la plateforme. Je suis qu'une personne qui trouve les bonnes personnes et qui a créé le projet. C'est pour ça que j'ai pas une casquette d'infirmier passionné par la théorie et qui va enseigner et qui va être au taquet. Tu vois, alors, je fais partie des rédacteurs, j'accompagne toute l'équipe et je coordonne tout le monde, mais voilà, je rédige pas et on appelle que des gens qui sont experts dans leur domaine. Et donc le reboot tombe à ce moment où
En fait, si tu veux, ça fait 3 mois qu'on a lancé la plateforme. Les étudiants sont encore en demande énormément, tout n'est pas parfait, et j'ai du mal à trouver une discipline, une routine, quoi. Et c'est ce qui m'a permis, moi, en tout cas, de m'y retrouver et de m'entourer de personnes qui sont déter, d'avoir envie de me lever le matin, parce que c'était pas le cas. À l'époque, c'était difficile entre mon travail et le boulot. Et comment ça se fait? Parce que ça a l'air plutôt inspirant, tu vois. Vous lancez votre produit, ça fonctionne bien. En fait, si tu veux, t'es face à toi-même. Tu vois, moi j'étais tout seul, tu vois, j'avais Ben de temps en temps, mais je pense que c'est aussi l'euphorie qui est un peu redescendue, non? Parce que tu fais toutes tes ventes en septembre. Exactement. Moi j'ai vécu ça en tout cas. Ouais. Tu vois, vu que je fais un lancement par année de Street Bootcamp, il y a en novembre, du coup, tu as beaucoup de ventes qui se réalisent. Ensuite, pendant tout le reste de l'année, c'est un peu plus calme et c'est vrai que c'est un peu plus difficile si t'as pas d'entourage. Moi, à chaque fois, ces rencontres qu'on se fait avec des membres du Reboot qui viennent ici, ça me redonne de l'énergie. Exactement. C'est vrai que si tu vois personne et que t'es un peu toujours à travailler, que je pense que je vois. Il y a un côté qui fait que c'est pas si concret que ça, parce que comme tout est digitalisé, on a des étudiants qui, on le sait, trouvent notre produit génial et les aident vraiment, mais les gens ils vont pas t'envoyer un message. Tu vois, ça arrive de temps en temps. Aujourd'hui, on a des messages quotidiens de gens qui nous remercient et c'est trop bien. Mais les gens vont pas tous les jours te dire mec, c'est trop cool, merci, tu me sauves la vie. Tu vois, parce que pas en vrai, et moi, le premier, je laisse pas d'avis. Tu vois, enfin, j'ai pas le réflexe de laisser des avis, j'ai pas le réflexe de remercier les gens assez. Tu vois, laisser des avis. Ouais, non mais mettez un like sur la vidéo. Ça change tout. Mettez un like pour Clément. Non, c'est super important parce qu'on a tendance à oublier à quel point les petites actions qui sont gratuites et qui prennent quelques secondes, ça peut énormément aider la personne qui est derrière. Et donc, il y a ce moment où je me dis, je suis seul, etc. Et là, parce que on parle de mon groupe. Et les gars, j'ai rencontré des mecs il y a encore quelques semaines. Je devais aller voir Emmanuel et sa chérie, du coup, les rencontrer, les revoir depuis, parce qu'ils sont du côté de Vannes. Je devais passer là-bas et ça s'est pas fait, mais on sait que ça va se refaire. Sylvain, on est en contact encore avec tout le monde et on a créé des liens. Je sais que ces mecs-là seront en mariage, tu vois. Et ce qui est fou, c'est de se dire que ça, c'est du coup les membres avec qui j'ai été du coup dans ma section, mais en fait, dans mon groupe, mais t'as aussi la section. Parce que t'as un groupe avec qui t'as tes habitudes et tu dois t'épauler et aller au-delà, mais t'as aussi tous les autres mecs de ce groupe. Et moi, de la section, du coup. De la section, excuse-moi. Et moi, c'est là que j'ai trouvé mon compte, parce que j'ai rencontré des mecs formidables et j'ai pris mon pied parce que il y avait plein de mecs qui voulaient lancer des projets. Moi, c'est vrai que j'ai cette casquette où j'avais déjà lancé un truc, j'avais déjà embauché quelques personnes et j'ai toujours eu envie d'accompagner des mecs à se lancer. C'est un truc qui m'a toujours touché parce que moi, j'ai personne qui m'a accompagné à ce moment-là. J'ai un peu été face à moi-même, comme tout le monde, la plupart du temps. Et de dire à des mecs, c'est possible, tu peux faire ce que tu veux, il faut juste sortir le doigt du cul et bosser à fond. Trouve un projet, trouve juste quelqu'un qui a un besoin et réponds à ce truc-là. Ça m'a toujours drivé. Et c'est pour ça que du coup, j'ai été amené à m'entretenir avec toi pour bosser sur la version du coup Gamma, dans laquelle tu m'as proposé d'être du coup chef d'une section. C'est-à-dire que chef d'un groupe. Ouais. Chef d'un groupe. Je fais tout le temps la manière. Ouais, mais en fait le programme a tellement évolué, si tu veux, que les terminologies des fois elles changent un peu. Mais ce qui s'était passé du coup, c'est que moi j'avais observé que pendant la version bêta, du coup, avec ton premier groupe, t'avais poussé Emmanuel, si je me trompe pas, à monter son compte Insta parce que lui aussi voulait lancer. Du coup, il a fait vétérinaire au final. Mais c'était quoi son projet Non, en fait, Emmanuel, du coup, a toujours été en études de veto, mais il voulait lancer un compte en parallèle sur Insta sur de la nutrition. Ça le bottait à fond. Et comme lui, il a cette casquette scientifique en tant que veto, il était au taquet sur ça. Et lui, il a un attrait aussi pour le sport et la nutrition. Il voulait, créer des contenus info-intox pour expliquer, tu vois, la créatinine, qu'est-ce que c'est vraiment, comment ça fonctionne, etc. Mais j'hésitais un peu à me lancer pour essayer de faire une page Insta ou quoi. Je me disais, je sais pas trop. J'ai jamais tenté encore un truc comme ça. Du coup, Manu, je vais te dire un truc. Aujourd'hui, il y a personne ta page, elle n'existe pas. Personne te suit. Tu vas la créer, tu vas faire tes bails, t'as rien à perdre. Personne ne sait que c'est toi. On sera là avec Benjamin pour te soutenir jusqu'au bout. Je pense que c'est mieux de commencer direct, même si c'est pas ouf au début, et tu t'améliores tes posts au fur et à mesure, quoi. Je serai ton premier abonné, Manu. Je suis le premier mec. Le premier client. J'adore lui. Objectif. Est-ce que t'es chaud de faire de créer ta page et ton premier post avant la fin du Reboot Camp, mec? Vas-y, c'est un très bon objectif, mec. En vrai, c'est un bon objectif. Et du coup, c'est vrai que je l'ai bien et poussé. lui, il faisait quoi? Lui, il se lançait pas, il doutait, il disait qu'il aimerait bien le faire, mais il le faisait pas. En fait, si tu veux, il y a cette appréhension qu'on a tous quand on crée du contenu, c'est qu'est-ce que vont en penser les autres.
Déjà, ça, c'est énormément bloquant. Et il y a par quoi je commence. Et il y a ce truc qui fait que beaucoup de personnes se lancent pas. C'est que tu as envie que tout soit parfait dès le départ. Ouais, complètement. Je vois toujours. C'est le problème. Il faut se lancer et accepter que ce sera jamais parfait. Nous, c'était le cas, hein, quand je revois les cours qu'on a fait en premier. J'ai honte. Et à l'heure actuelle, on est en train de remettre à jour les cours de première année et de faire des trucs, mais au taquet, actuels, hyper pédagogues, avec des schémas de ouf, parce que maintenant, on maîtrise Photoshop, on a des idées. Maintenant, j'ai des graphistes avec qui je travaille. À l'époque, c'est moi qui faisais les schémas. Enfin, c'était une catastrophe. Tu es sur Canva? Ouais, bah déjà, j'utilise Canva pour créer, mais moi, si tu veux, alors pour te dire les détails, à quel point j'ai honte. Ton site, je l'ai montré je crois que c'était avec Igor. Ouais. On passait sur ton site un peu. Et trop bien fait. Merci, c'est super sympa. Trop stylé. Bah, pour le coup, à l'époque, les cours, donc moi je les ai sur Canva, j'achetais des schémas sur Shutterstock parce que je peux pas prendre des schémas sur Google, je vais me faire striker, enfin il fallait qu'on soit réglo. Et sur ces schémas, il y avait déjà des légendes et je mettais des nouveaux traits sur Canva pour cacher les traits et je mettais des carrés blancs sur les légendes. Tu bricolais. Voilà, je bricolais. Ouais. Aujourd'hui, mec, on crée nos propres schémas. Enfin, c'est lunaire. Ouais. Donc, et il faut être en accord avec le fait que tu seras jamais parfait au début, et il s'est lancé et c'est trop cool. Et, je pense que c'est vraiment le plus important de... Il y a deux choses, tu vois. Il y a d'une part certaines personnes qui vont avoir peur de pas commencer de la manière parfaite et du coup qui vont passer des années, des mois, voire des années à théoriser et au final à jamais lancer le truc. Et le problème quand tu lances pas une idée, c'est que tu as toujours dans un coin de ta tête cette idée qui existe. Et tu sais pas si elle va fonctionner ou non, mais tu la lances pas et quelque part au bout d'un moment, ça fait tellement longtemps que tu l'as pas lancée, que tu te dis putain, si maintenant je la lance et que ça foire, bah, j'ai vraiment perdu 3 ans à me branler sur une idée qui servait à rien. Et donc plus t'attends, plus ça devient difficile de la lancer parce que plus tu te mets la pression parce que ça doit absolument réussir. Et il y a plein de mecs qui, au final, ne passent pas à l'action. Je sais pas si Emmanuel est allé au bout, entre guillemets, tu vois, de ce projet, s'il est encore en train de travailler dessus, mais même si c'est pas le cas, au moins, grâce au catalyseur d'avoir été avec des mecs comme toi qui lui ont dit ok, maintenant lance ce truc, arrête de te branler dans l'idée que tu le feras un jour et fais-le, bah, il l'a lancé. Et des fois des idées, c'est bien de les abandonner, tu vois, c'est bien de les faire pour voir que ah bah vas-y, j'ai fait le truc, et au final créer du contenu, c'est pas exactement comme je pensais que ça serait. Il se trouve que faut gérer Photoshop et au bout d'un moment ça me casse les couilles de passer des heures sur Photoshop ou sur Canva, et donc en fait vas-y, next. Mais en créant du contenu, j'ai bien kiffé le fait de publier sur les réseaux, la petite stratégie avec les ads et tout, j'ai trouvé ça cool. Et donc tu peux lancer un autre projet, tu peux commencer à travailler sur quelque chose d'autre, t'as emmagasiné des compétences dans le chemin forcément, et en fait c'est en zigzagant comme ça que tu peux arriver à faire un truc qui te fait vraiment kiffer. Et ce qui fait que la prochaine fois que tu auras lancé un truc, ça cartonnera beaucoup plus. Complètement, mec. Il y a un concept qui est hyper important, qui est illustré, alors je crois que c'est Seth Godin justement qui a parlé de ça. Ça te parle? Le livre ici, c'est ma meuf qui l'a lu, moi j'ai pas lu. J'ai vu que t'avais sur le marketing, mais c'est The Deep, le bouquin. Et en gros, j'ai un doute si c'est Seth Godin, mais le bouquin s'appelle The Deep. Et en gros, tu sais, ce qu'il appelle The Deep, c'est le concept de quand tu lances un projet, t'as cette phase où c'est euphorisant, et il y a ce qu'il appelle The Deep, c'est ce moment où tu perds un peu espoir parce que ça a fonctionné, il faut persévérer, et c'est comment savoir si dans cette phase-là qui est compliquée, tu dois persévérer ou abandonner, et de montrer qu'il n'y a rien de mal à abandonner, il n'y a rien de mal à persévérer, il faut juste comprendre si c'est le bon moment ou pas. Et je pense que ça rejoint les deux choses dont tu parlais. C'est marrant, c'est un des modules qu'on a dans le Reboot Camp maintenant, qu'il n'y avait pas à l'époque où toi t'as participé, un module qui s'appelle l'oignon, et on parle exactement de ça. C'est trop bien. Savoir quand est-ce qu'il faut pousser, quand est-ce qu'il faut lâcher ton projet, quand est-ce que c'est des questions qui sont importantes en vrai, parce que des objectifs, des projets, on est obligé d'en avoir, et forcément quand on atteint l'objectif, ou même parfois en cours d'atteinte de l'objectif, le truc il te paraît un peu creux, il te paraît un petit peu vide et tu sais pas si tu devrais continuer. Est-ce que c'est juste une faiblesse passagère ou est-ce que ça veut dire que tu dois passer à l'étape suivante? Et ce genre de questions, enfin ce genre de problématiques, quand tu les vis, c'est important de te poser les bonnes questions. Et c'est aussi l'intérêt du groupe, d'avoir des mecs, tu vois, qui sont autour de toi et qui vont te confronter vraiment à la réalité. Imagine, t'es dans ton couple et t'as envie de baiser une meuf. Tu vois, genre t'as ta copine, mais il y a une autre meuf qui t'attire. Et t'es pendant peut-être des semaines, voire des mois, à fantasmer sur une meuf autre que ta copine. Et le fait d'avoir ton groupe, des gars qui sont là avec toi, si tu leur parles vraiment, tu dis écoute, je suis marié ou je suis fiancé ou juste j'ai ma copine avec laquelle j'ai envie de construire un truc, mais il y a Samantha, tu vois, vraiment, j'ai sérieusement envie de laquelle, tu vois, mais je le fais pas parce que j'ai peur de détruire mon couple. Bah là, en fait, si t'as un groupe de mecs qui vont te parler franchement, ils vont te dire, écoute, c'est quoi, soit tu niques Samantha et tu prends le risque de foutre ton couple en l'air, soit t'arrêtes de penser à cette Samantha et tu rediriges toute ton énergie sexuelle dans ton couple à toi. Et le fait d'être mis dans des ultimatums comme ça, c'est vrai que là, du coup, tu dis, ouais, non, mais c'est vrai qu'en réalité, mon couple, il a plus de valeur que juste une simple pulsion pour une meuf random. Et donc, boum, t'arrêtes de mettre de l'énergie et à être un peu dans l'entre-deux. Parce que être dans l'entre-deux, j'ai l'impression que c'est ce que le doute, l'incertitude de pas pouvoir focaliser l'énergie sur un seul point, c'est ce qui fait que t'avances jamais. Tu soulèves un point qui est ouf, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure on parle beaucoup d'entrepreneuriat et de lancer des projets, mais on n'a pas parlé de tout le reste qui est juste la vie.
parce que c'est vrai que du coup je sais pas si tu l'as mentionné, mais du coup dans le programme du reboot on aborde ça, mais on aborde surtout tous les aspects de la vie, même les finances, mais surtout les relations hommes-femmes, l'apparence physique, etc. Et je trouve que c'est une vraie leçon de vie en tant que mec, parce que je sais pas, c'est vrai que j'ai pas posé cette question au mec de mon groupe, mais moi je sais que j'ai toujours, ça m'est déjà arrivé de regarder des tutos pour apprendre à se raser, des tutos pour bien m'habiller, pour plaire aux meufs, et tu vois, c'est des trucs qu'on fait tous chacun dans notre coin, sans avoir un moment où tu dis ok, je vais prendre un temps pour essayer de devenir une meilleure version de moi-même. Et le point de vue amoureux est hyper important. Quand on a 20-25 ans, c'est une période où on se cherche, et moi le reboot m'a énormément aidé à ce moment-là, parce que sans rentrer dans les détails, mais j'étais avec quelqu'un à ce moment-là, la personne avec qui j'étais en Grèce, dont on parlait par rapport au déclic, et j'étais malheureux dans le couple dans lequel j'étais. Je pense que la personne ne correspondait pas, et j'ai essayé de m'accrocher en fait à cette personne, parce que t'as envie que ça fonctionne tout simplement, mais c'est quelqu'un qui me portait pas vers le haut dans ce que je faisais. Je pense pas que c'était volontaire, mais le couple en lui-même était malsain pour moi comme pour elle, et c'est grâce au mec du reboot que j'ai pris la décision de me séparer. Et donc j'ai quitté. Parce que du coup tu parlais de la situation au mec de ton groupe. Ouais. Et eux ils disaient mec, c'est pas possible, mec. C'est vrai. En même temps c'était compliqué parce que mais toi tu le savais au fond de toi, mais t'avais besoin d'une confirmation que t'allais pas faire de la merde. Aujourd'hui je ferais peut-être plutôt la même plus la même chose, mais j'étais dans une relation qui était longue, donc ça faisait plusieurs années, tu vois, et t'as envie de t'accrocher au premier moment, et moi je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup occulter les mauvaises choses et de voir le positif tout le temps. On l'a vu dans le podcast, tu vois, je suis à fond, et je me dis j'ai envie que ça fonctionne, etc. Et c'est quelqu'un qui me tirait pas vers le haut, et on en parlait tout à l'heure de l'entourage et du reboot. J'ai pas osé sortir ce cliché, mais les 5 personnes autour de toi sont bien sûr. Reflet de voilà. On le sait tous, on l'a entendu. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Et à un point où ça en devenait bloquant dans mon projet. J'avançais pas aussi vite que je le voulais parce que la personne n'était pas en accord avec ce que je faisais. C'est quoi, elle voulait pas que... sans rentrer dans les détails, mais il y avait aussi des questions de jalousie. Je pouvais pas aller donner des cours à l'école parce que c'était beaucoup de filles. Ça peut paraître absurde dit comme ça, mais voilà, il y avait tout un contexte dans le couple qui allait pas. Moi, j'ai rien fait de spécial, voilà, je préfère prévenir quand même. Okay. Mais juste, voilà, on avait, en fait, quand on s'est rencontrés, j'étais juste étudiant et je voulais devenir infirmier. Et il y a eu cette construction que j'ai faite sur moi, aussi via le reboot, mais aussi tout seul avant de faire le reboot. De découvrir l'entrepreneuriat, d'avoir envie d'investir, d'avoir envie de grandeur entre guillemets, mais d'avoir une vie qui me convient, tu vois. Et ça allait plus du tout avec la personne, et du coup elle était complètement contre tout ça. Je pense pas que c'était contre en elle-même, elle voulait pas être contre moi, mais du coup le couple était vous avez me tirait vers le bas. Enfin, t'as beaucoup évolué en fait, et du coup ça correspondait moins avec. Exactement. Et je me suis retrouvé, tu vois, dans une situation que beaucoup connaissent malheureusement, où tu te sépares, tu te remets, tu sais pas trop quoi faire, la personne te manque, t'as envie de retrouver la personne, mais en fait, est-ce que c'est la personne que tu voulais retrouver ou juste la situation? Qu'est-ce que tu ressens vraiment? D'être complètement paumé. Et les mecs, big up, les gars. Big up. J'ai beaucoup d'histoires comme ça. Il y a plein de mecs qui viennent dans le programme parce que avec des histoires de cœur. Il y a eu, j'ai eu une histoire absolument qui m'a foudroyé, mec. Je sais pas si j'ai le temps de la raconter. C'est un peu. T'imagines, mec, le truc. Bref, je vais pas du tout mettre ce passage, donc je vais couper. J'aurais coupé tout ça. Okay. Mais assez dingue l'histoire. Mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'histoires de couple. Les sentiments, tu vois, c'est un truc qui, je pense, c'est les émotions peut-être les plus fortes que tu peux ressentir. Et c'est un pilier important dans ta vie en tant que mec. T'as bien sûr tout ton côté objectif, business, pro, ta mission de vie, ainsi de suite. Mais le fait d'avoir envie de trouver une femme ou plusieurs, ou d'avoir envie de fonder une famille, c'est un autre gros pilier. T'as le pilier des relations avec tes amis, le pilier de ta famille, le pilier de ta santé. Mais le pilier des relations, c'est un truc que... Tu sais, souvent, quand t'as des potes depuis longtemps, tu vas moins facilement t'ouvrir au sujet d'une meuf parce que tu les connais depuis longtemps, et tu sais que si tu racontes des choses que t'es en train de vivre avec ta copine, tu vas un peu... tu sais, forcément, ça va changer un peu l'image qu'ils ont de toi. Et moi, le problème que j'avais, et ce qui a été génial avec le reboot, c'est que ces mecs me connaissaient pas. C'est en fait, je suis arrivé dans un groupe avec des mecs et je leur ai dit voilà où j'en suis. Pour finir cette petite aparté par rapport aux relations sentimentales, et s'il y a un message que je peux faire passer, ça me fait plaisir de le faire passer. J'ai eu raison, du coup, et grâce à eux de me séparer, parce qu'aujourd'hui, du coup, tu vas rencontrer, mais j'ai quelqu'un aujourd'hui avec qui je suis hyper heureux, qui tout est évident.
et qui me porte vers le haut, tu vois, et qui est totalement en accord avec la personne que je suis, avec les décisions que je prends, et ça c'est tout l'or du monde, tu vois. Et je pense que si j'avais pas pris cette décision à ce moment-là dans ma vie, je serais peut-être encore dans une relation où, tu vois, je sais pas ce que je dois faire, je sais pas si je dois me remettre, me séparer et faire que ça, et ça pourrit la vie. Donc oui, il y a ce côté où il y a l'entrepreneuriat, et l'entrepreneuriat n'est pas une fin en soi d'ailleurs, c'est important de préciser, mais il y a ce côté où je veux lancer un projet, ça peut être dégoter un salaire, dégoter une augmentation, enfin on s'en fout, tant que tu trouves quelque chose qui te plaît. Mais il y a aussi ce côté où je me construis en tant que mec, parce que aujourd'hui, je sais pas ce que t'en penses, mais bon, évidemment t'as fait le reboot, donc t'as eu l'envie de transmettre tu vois, des passages de vie sur enfin tu vois, on parle de comment s'épiler les poils de cul, tu vois. Alors j'explique que tout le monde fait ce qu'il veut avec ses poils, mais il y a des trucs à éviter, et un des trucs à éviter, c'est genre à prendre le rasoir et à te raser le cul, parce que si tu le fais, après t'as des putains de petits boutons rouges et ça t'allume en fait le derche en fait. J'ai une anecdote de fou par rapport à ça. Il y a un module du coup, tu parles de ça, et Ben, mon pote kiné, était en consulte. Et il lance la vidéo sans faire exprès, parce que entre deux patients, il regardait le reboot, parce que du coup tous les jours on avait une leçon quotidienne, et on la regardait. Et lui, il commençait tôt ce jour-là, et il regarde la vidéo pendant sa consulte et il fait une pause. Et là, il commence à prendre en charge, je crois que c'était une meuf en plus, et prendre en charge une meuf à tu vois, faire son taf de kiné quoi. Et il y a le truc qui se lance et on entend. Et du coup mec, pour t'épiler les poils de cul, genre. Mec, il a été pris pour un ouf mec. Alors c'est vrai que j'ai dit exactement ça, mais je pense que je vois l'idée. Petit cliché, tu vois, mais je vois l'idée. Non mais tout ça pour revenir sur le fait que je pense qu'en tant que mec, on a tous besoin à un moment, voilà, enfin, je pense qu'on est dans une génération où alors surtout nos grands-parents, on parle pas du tout d'amour avec nos parents, on parle pas du tout de cul, enfin tu vois, c'est de plus en plus je trouve que les générations s'ouvrent. Et c'est cool parce que tu sais, les grands-pères on leur dit rien, etc. Mais en fait voilà, avoir un moment dans ta vie où tu te poses et tu te dis ok, je vais avoir juste un type qui m'apprend sa façon de faire, sa façon de voir la vie, parce que j'ai envie de m'élever, c'est game changer, tu vois. Ouais, c'est un peu un rôle de, sans prétention, je pense dire de grand frère. Ouais, non, c'est carrément. Au sens où t'as des mecs qui ont un peu plus d'expérience que toi, de la même manière que toi t'as pu accompagner certains mecs parce que t'avais un parcours entrepreneurial et du coup tu peux transmettre des connaissances. T'as des connaissances de vie à la con, où en gros au niveau de, je sais pas, du grooming, de l'épilation, il y a 2-3 trucs peut-être que tu peux faire, ou de comment te brosser les dents, ou c'est très con, tu vois. Mais ça tu l'apprends pas quand même. Ouais, je sais pas, je pense pas que j'en parle, mais tu serais surpris. En vrai, en France, on est quand même assez propre, malgré les clichés. Parce que tu sais, ici en Hongrie, le cliché du français, c'est un mec qui se douche pas. Mais c'est ouf ça. Ouais. Je n'ai jamais compris. Encore les cuisses de grenouille et tout, les baguettes. Ok, si tu veux. Pourquoi les Français se lavent pas, tu vois? Et genre, j'en ai parlé avec récemment avec une Brésilienne que j'avais rencontrée. Pour elle, on était des gros crasseux, quoi. Ouais. Et j'étais en mode, oui, je me douche une fois par jour, 2 quand je vais au sport. Mais ça nous colle à la peau, quoi, tu vois. Ouais, tout ça pour dire que effectivement, il y a plein de sujets qui sont importants, qu'on n'aborde pas forcément au quotidien. Et le fait d'avoir des mecs que tu connais pas, avec lesquels tu reprends une relation de zéro, ça donne l'opportunité en fait de parler de toutes ces petites choses avec eux. Et comme je t'en parlais aussi, tous ces modules sur l'apparence, les meufs, la communication, les finances, et ainsi de suite, c'est des modules en fait qui vont faire maintenant partie de l'extension du Reboot Camp. À savoir que t'as la phase vraiment reboot, qui est la phase vraiment pour redéterminer, clarifier tes objectifs, comprendre que ok, si tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie professionnellement, il y a des choses sur lesquelles tu peux déjà travailler maintenant, histoire de passer à l'action, parce que c'est via le passage à l'action que tu crées de la motivation et pas l'inverse. Bien sûr. Donc t'as toute cette phase de reboot, et elle se termine le 19 janvier. Alors pour ceux qui participeront à l'édition 2025, termine le 19 janvier, elle dure une vingtaine de jours, je dirais 25 jours peut-être. Et à partir de là, tu as l'extension avec tous ces modules additionnels où ça donne des pistes de discussion avec les membres de ton groupe et plein de sujets sur lesquels on peut échanger. C'est incroyable. Je pense que c'est la bonne façon de faire. Et ça qui est fou, c'est qu'on n'en a pas parlé, mais du coup, moi j'ai eu l'occasion de faire la bêta et la delta. Et la gamma. T'as fait la delta aussi? Ouais. La gamma, c'était après la bêta. C'était bêta. Ah oui, excuse-moi. Gamma, delta. Donc c'est la parce que moi aussi je m'y perds dans les noms. Donc j'ai fait la bêta et la gamma, du coup moi tu m'as proposé donc d'accompagner un groupe, donc en tant que chef de groupe, donc d'avoir non plus ce rôle de tout le monde se porte vers le haut, où là j'avais un rôle où j'avais quand même du suivi avec certains membres, à essayer de les pousser à fond, comme tu me connais bien énergique. Exact. C'était trop cool d'ailleurs. J'ai rencontré encore des mecs formidables. Et c'est là aussi que j'ai pu voir que le programme évoluait. Et c'est normal. On parlait tout à l'heure du fait de lancer le truc. C'est ce que tu as fait au début, tu vois, avec l'alpha. Moi j'ai déjà eu la bêta qui était complètement différente de la version alpha. Et de voir que le projet évolue, et ça me fait trop plaisir. Et pour le coup, je te le dis en caméra, je te l'ai jamais dit en off, mais je suis hyper fier de toi. Et genre, je trouve que les gens le disent pas, en fait. C'est un projet de ouf. Non, mais
c'est dingue d'avoir le courage de lancer un projet dans lequel tu te dis je vais accompagner plein de mecs et les aider à s'élever, et tu vois, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, mais sans écraser les autres, en apprenant à mieux se connaître, en apprenant à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes et à aller au bout de leurs rêves. Parce que c'est ça en fait, la vie, c'est que on a beaucoup tous des rêves au fond de nous et on n'ose pas souvent en faire le pas. Et moi, pour le coup, ça a été un tremplin pour ça. Et donc, déjà, fier pour ton projet, mais merci aussi pour ce que tu m'as apporté, parce que c'est important de le dire. On remercie pas assez les gens. On parlait tout à l'heure de laisser des avis et tout ça. Il y a un moment, quand tu fais un truc et que ça change ta vie, je pense que c'est important de le souligner. Donc, merci, ça c'est trop cool. Putain, Clément, je te propose qu'on s'arrête sur ces belles paroles. Je te remercie. Si je sais pas, à moins qu'il y ait d'autres choses dont tu as envie de parler, peut-être le développement de ton réussi, ton IFSI, après le reboot du coup, donc sur cette année 2023-2024. Pour faire super court, donc de septembre 2022 à septembre 2023, on a lancé les cours de première année, et pendant cette période, on a créé les cours de deuxième et troisième année, et en septembre 2023, on a lancé les cours de deuxième, troisième année, et là, depuis septembre 2024, on est en train de revoir entièrement, et voilà en quoi consiste mon taf maintenant. C'est se dire... on essaie de faire tout le temps les meilleurs cours possibles, et maintenant on essaie de se développer via YouTube, via le SEO, donc les articles sur internet, pour que quand un infirmier il cherche un truc sur internet comme injection intramusculaire, vous pouvez faire le test, vous tombez sur nous, parce qu'en fait on fait du gros travail pour que on arrête d'avoir les mêmes pratiques qu'il y a 10 ans, et on va voir ce qui se fait en Suisse, on va voir ce qui se fait au Canada, pour se dire voilà les gars, il y a plein d'études qui montrent que les patients, si tu fais comme ça tu peux les blesser, ça ne sert à rien, fais comme ça tu les blesseras pas. Et on essaie de les apprendre aux infirmiers et aux infirmières en France, et surtout de mieux former les étudiants. Mec, si moi je peux être fier de toi, je pense que tu peux être très fier de toi. Merci. Pour revenir un peu sur ce que tu disais avant, ouais. Tu sais, au début, quand j'ai lancé ce Reboot Camp, j'avais aucune idée que ça évoluerait dans cette direction-là. Et je pense que ce que j'en tire de plus beau, c'est des rencontres avec des mecs comme toi. Genre, jamais j'aurais pu... tu vois, me constituer un réseau avec des gars aussi déter, des gars qui communiquent autant d'énergie. Ouais. Et c'est ce qu'il y a de plus incroyable. En fait, j'ai un répertoire dans mon tel avec des fous furieux. T'as des contacts. Et en plus, tu réalises qu'on fait tourner, comme tu racontais l'histoire avec Eric. T'as vu une story à Eric, tu sais qu'il répond pas, tu m'écris, boum, je vous mets en contact, tac, ça part. Nolan, il avait fait une vidéo avec Petit Biscuit, pareil, on a connecté avec Eric. Il y avait eu... en fait, ça part dans tous les sens. Il y a des connexions qui se font dans absolument tous les sens. Emmanuel, on va pouvoir le mettre peut-être en contact avec ce vétérinaire, avec ce mec qui travaille avec des vétérinaires. Alors maintenant, il le fait plus trop. Maintenant, il se lance plutôt sur les réseaux. Ils ont lancé un gros compte Instagram. Ils sont à genre 100 000 abonnés, 100 et quelques mille abonnés, où ils font de l'éducation pour les propriétaires d'animaux. Et non, vraiment, le réseau, les contacts qu'on peut se faire, c'est juste fou. Donc, très content de t'avoir rencontré, mec. Et merci de m'avoir invité, surtout. C'est toujours un plaisir de pouvoir raconter un peu mon histoire. Je sais que ça peut forcément aider des mecs à se rendre compte que tout est possible, et de repréciser que en fait, j'étais un mec lambda, quoi. Tu vois, j'étais juste un type qui a un diplôme d'infirmier, j'avais aucune compétence. Quand j'ai lancé cette boîte, je savais rien, je n'avais jamais ouvert un livre de marketing. Tu vois, c'est de comprendre que l'important, c'est aussi tout le process, et c'est tout le chemin que tu parcours, et pas juste l'arrivée. Je sais que c'est cliché, mais c'est tellement ce que j'ai vécu, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours pas fini d'avoir un produit fini, tu vois. On continue de s'améliorer, et de se dire que tout est possible, à qui s'en donne les moyens. T'es sûr, mec. Bon, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à réagir en commentaire avec Clément, on se fera un plaisir de les lire, parce que encore une fois, les avis sont très importants. Si vous avez des questions, je vous ferai un plaisir d'y répondre. Il répondra à tous les commentaires si vous avez des questions. Quoi dire d'autre? Si ça vous intéresse de participer à une des versions du Reboot Camp, vous avez un lien qui se trouve dans la description. Si vous arrivez en 2024, vous pourrez peut-être participer à l'édition 2025. Dans tous les cas, il y a toutes les infos dans le lien qui se trouve dans la description. Vous avez un lien vers le site de Clément, et je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'ici encore une fois, et puis passez une très très bonne journée. Merci Clément. Merci pour votre écoute. T'es trop chaud.